à 10 milliards d'années-lumière de la Terre, quelque chose existe qui ne devrait pas être là. Un objet si massif, si ancien, si structuré, qu'il remette en question tout ce que nous pensions savoir sur la naissance de l'univers. Sa simple existence viole les lois fondamentales de la cosmologie moderne. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait effondrer l'édifice entier de notre compréhension du cosmos. Parce que si cet objet est réel, si les mesures sont exactes, alors le Big Bang tel que nous le connaissons est incomplet. Ou pire encore, fondamentalement erroné. Vous allez découvrir 3 mystères qui défient la raison. Premièrement, comment une structure galactique colossale a pu se former seulement quelques centaines de millions d'années après le supposé commencement de toute chose, quand les lois de la physique affirment que c'est impossible. Deuxièmement, pourquoi les télescopes les plus puissants jamais construits continuent de trouver des objets qui ne devraient pas exister à ces distances spatio-temporelles. Et troisièmement, ce que cela signifie vraiment pour notre place dans un univers qui pourrait être bien plus ancien, bien plus étrange que nous n'osions l'imaginer. Vous allez découvrir quelque chose ce soir qui va vous ôter le sommeil, pas par peur, mais par vertige intellectuel. Cette sensation troublante quand les certitudes s'effondrent, quand la réalité révèle une strate plus profonde, plus inquiétante. Si les mystères du cosmos vous fascinent, si vous cherchez les questions sans réponse qui hantent les nuits des astrophysiciens, alors restez. Abonnez-vous, parce que ce voyage dans les profondeurs du temps et de l'espace commence maintenant. Pendant presque un siècle, nous avons cru comprendre l'histoire de l'univers. Le récit était élégant, cohérent, presque rassurant dans sa simplicité. Il y a 13 milliards 780 millions d'années, toute la matière, toute l'énergie, tout l'espace et le temps lui-même ont jailli d'un point infiniment dense et infiniment chaud. Une singularité, le Big Bang. Pas une explosion dans l'espace, mais une expansion de l'espace lui-même, emportant avec elle la matière naissante comme des raisins dans une pâte à pain qui lève. Les premières fractions de secondes ont été purement énergétiques, un plasma bouillonnant de particules élémentaires. Puis, après 380 000 ans environ, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les premiers atomes se forment. Hydrogène principalement, un peu d'hélium. Les premières étoiles ne sont apparues que des centaines de millions d'années plus tard, lorsque la gravité a lentement, patiemment, comprimé ces nuages d'hydrogène jusqu'à ce que leur cœur s'enflamme. C'est le modèle standard, l'histoire officielle. Elle repose sur des piliers solides, des observations répétées, des prédictions vérifiées, le rayonnement de fond cosmologique, cette lueur micro-ondes qui baigne tout l'univers, est considéré comme l'écho affaibli de cette naissance explosive. L'expansion mesurable des galaxies qui s'éloignent les unes des autres confirme que tout était autrefois concentré en un point. La proportion d'éléments légers dans l'univers correspond aux prédictions de la nucléosynthèse primordiale. Tout semblait s'emboîter parfaitement. Les cosmologistes avaient tracé une ligne temporelle précise. Les premières étoiles, environ 100 à 200 millions d'années après le Big Bang. Les premières galaxies primitives, petites structures désorganisées, peut-être 500 millions d'années après. Et ensuite, très graduellement, sur des milliards d'années, ces galaxies ont fusionné, grandi, formé les superamas et les filaments géants que nous observons dans l'univers local. La règle était claire, plus vous regardez loin dans l'espace, plus vous regardez loin dans le temps. Et plus loin dans le temps signifie plus primitif, plus simple, plus chaotique. Les galaxies anciennes devaient être petites, irrégulières, aux pauvres en éléments lourds. C'était la prédiction, c'était la certitude. Mais en 2022, le télescope spatial James Webb a ouvert ses yeux infrarouges sur l'univers profond. Ces miroirs plaqués or ont capté une lumière qui voyageait depuis plus de 13 milliards d'années. Une lumière émise quand l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Et ce qu'il a vu a glacé le sang des cosmologistes, des galaxies. Mais pas n'importe quelle galaxie, des structures massives, organisées, avec des disques en rotation, des barres centrales, des signes de métallicité avancés, des galaxies qui ressemblaient à celles de notre époque actuelle, mais qui existaient à une époque où elles n'auraient même pas dû commencer à se former. L'une d'elles, il est catalogué sous une désignation technique anonyme que nous appellerons simplement l'objet,
se trouve à une distance calculée de 10 milliards d'années-lumière. Sa lumière a voyagé pendant 10 milliards d'années avant d'atteindre nos capteurs, ce qui signifie que nous la voyons telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années, quand l'univers n'avait que 3 milliards 700 millions d'années environ. 3 milliards 700 millions d'années peuvent sembler un temps considérable. Mais à l'échelle cosmique, c'est une enfance absolue. Pour donner une perspective, notre propre galaxie, la Voie lactée, a mis près de 12 milliards d'années pour atteindre sa configuration actuelle. La Terre elle-même n'existait pas encore à l'époque où nous observons cet objet, et pourtant, l'objet est déjà mature. Sa masse stellaire est estimée à plusieurs dizaines de milliards de fois celle de notre Soleil. Ces étoiles ne sont pas toutes jeunes et bleues, comme on s'y attendrait dans une galaxie en formation. Non, le spectre révèle la présence d'étoiles plus anciennes, rouges, qui auraient dû nécessiter des milliards d'années pour vieillir ainsi. Faites le calcul. Si l'univers a 13 milliards 780 millions d'années et que nous observons cet objet tel qu'il était il y a 10 milliards d'années, cela signifie qu'il existait déjà, pleinement formé, seulement 3 milliards 700 millions d'années après le Big Bang. Mais si cette galaxie contient des étoiles qui ont déjà plusieurs milliards d'années d'âge apparent à ce moment-là, alors elles auraient dû se former quand? 1 milliard d'années après le Big Bang? 500 millions d'années? Moins encore? Et c'est là que les équations commencent à se tordre. C'est là que les modèles informatiques refusent de converger, parce que la gravité, aussi puissante soit-elle, ne peut pas assembler des structures si massives, si rapidement. Les simulations les plus optimistes, même en injectant des conditions initiales extrêmement favorables, ne parviennent pas à produire des galaxies de cette taille et de cette complexité en si peu de temps. C'est comme si vous plantiez un gland le matin et trouviez un chêne centenaire le soir même. Les lois de la croissance, les processus naturels, le temps nécessaire, tout est violé. Mais attendez, peut-être est-ce une anomalie, une mesure erronée, une mauvaise interprétation du décalage vers le rouge qui nous indique la distance. Les scientifiques ont vérifié, à revérifié, utilisé des méthodes indépendantes. Les données sont solides. L'objet est bien là où nous pensons qu'il est, et il a bien l'âge que nous calculons, et ce n'est pas seul. Le télescope James Webb a découvert des dizaines, puis des centaines de galaxies candidates qui partagent cette impossibilité. Des structures matures dans l'enfance du cosmos. Certaines sont encore plus anciennes, encore plus massives. Certaines montrent des signes de collision et de fusion galactique qui, selon nos modèles, n'auraient dû se produire que des milliards d'années plus tard. Les articles scientifiques ont commencé à se multiplier avec des titres prudents mais troublants. Galaxies massives inattendues dans l'univers primitif. Réévaluation des échelles de temps de formation galactique. Tension dans le modèle cosmologique standard. Le langage est diplomatique, mesuré, comme il se doit dans la science. Mais entre les lignes, on sent la panique. Parce que si ces objets sont réels, et ils le sont, alors quelque chose cloche fondamentalement dans notre compréhension. Soit la gravité fonctionnait différemment dans l'univers jeune, soit il y avait des quantités massives de matière noire déjà concentrées en filaments denses, bien plus tôt que prévu. Soit les premières étoiles étaient incroyablement massives et ont vécu et sont mortes à une vitesse fulgurante. Soit le Big Bang lui-même s'est produit plus tôt que nous le pensons. Soit, et c'est l'hypothèse qui terrifie le plus, l'univers n'a jamais vraiment eu de commencement dans le sens où nous l'entendons. Pendant des décennies, chaque nouvelle observation renforçait le modèle du Big Bang. Chaque télescope plus puissant confirmait les prédictions. Nous étions confiants, peut-être trop confiants. Nous pensions avoir résolu l'énigme ultime, celle de l'origine de tout. Nous avions remonté l'histoire cosmique jusqu'à une fraction de seconde après le moment zéro. Mais la réalité est beaucoup plus sombre, beaucoup plus complexe. Chaque fois que nous construisons un instrument plus sensible, au lieu de clarifier l'image, nous découvrons de nouvelles anomalies, de nouveaux mystères. L'univers refuse de se conformer à nos attentes. Il nous défie, nous nargue avec des impossibilités. L'objet à 10 milliards d'années-lumière n'est pas juste une curiosité. Et c'est un défi direct. C'est une fissure dans la fondation de la cosmologie moderne. Et si vous tirez sur ce fil,
Si vous posez les questions qui en découlent naturellement, l'édifice entier commence à trembler. Parce que voilà la vérité inconfortable. Nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé au tout début. Nous avons des modèles mathématiques élégants qui fonctionnent remarquablement bien pour décrire l'évolution de l'univers depuis environ 1 seconde après le supposé Big Bang. Mais avant cela, c'est de la pure spéculation théorique. Nous extrapolons nos équations jusqu'à un point où elles s'effondrent, où les densités deviennent infinies, où les températures dépassent toute signification physique. Nous appelons cela une singularité, et nous nous arrêtons là, satisfaits d'avoir nommé notre ignorance. Mais une singularité n'est pas une explication. C'est un aveu d'échec mathématique. C'est le point où nos théories cessent de fonctionner. Et maintenant, nous découvrons que même notre compréhension de ce qui s'est passé après, pendant l'époque que nous pensions maîtriser, est peut-être fausse. Les premières centaines de millions d'années, cette période cruciale où les premières structures se sont formées, sont beaucoup plus mystérieuses que nous ne l'admettions. L'objet est là, dans les données indéniables. Sa lumière ancienne porte le témoignage d'une époque que nous ne comprenons pas. Et ce témoignage contredit le récit officiel. Il murmure que l'histoire de l'univers est différente, plus étrange, peut-être radicalement autre que ce que nous enseignons dans les universités. Imaginez que vous passiez votre vie à assembler un puzzle géant. Vous avez placé des milliers de pièces. L'image prend forme, vous reconnaissez le paysage. Et puis quelqu'un vous tend une pièce qui ne s'intègre nulle part, dont les couleurs ne correspondent à rien, dont la forme défie la logique du puzzle. Vous pouvez ignorer cette pièce, la mettre de côté, prétendre qu'elle appartient à un autre puzzle, ou vous pouvez accepter la possibilité terrifiante que le puzzle tout entier est mal compris. C'est exactement le dilemme auquel font face les cosmologistes aujourd'hui. L'objet est cette pièce impossible, et il n'est pas seul. D'autres anomalies s'accumulent, d'autres observations défient les prédictions. La constante de Hubble, qui mesure la vitesse d'expansion de l'univers, donne des valeurs différentes selon la méthode utilisée pour la calculer. Les vides cosmiques sont trop grands. Certains amas de galaxies sont trop vieux pour leur distance. Le modèle standard du Big Bang, avec son inflation cosmique, sa matière noire froide, son énergie sombre, ce modèle appelé lambda CDM, est le meilleur que nous ayons. Il fonctionne pour la majorité des observations. Mais ces anomalies persistent et elles s'accumulent. Et maintenant, avec des télescopes comme le James Webb, qui peuvent sonder l'univers primitif avec une clarté sans précédent, ces fissures deviennent des crevasses. Nous vivons peut-être à l'aube d'une révolution en cosmologie. Une révolution comparable à celle qui a remplacé le modèle statique d'Einstein par l'univers en expansion de Lemaitre et Hubble. Mais cette fois, la révolution pourrait être encore plus profonde. Elle pourrait remettre en question non pas juste la dynamique de l'univers, mais son origine même. Alors que nous regardons cet objet, cette galaxie massive naît trop tôt, trop vite, nous devons nous poser la question la plus fondamentale de toutes. Avons-nous vraiment compris comment l'univers a commencé ? Ou sommes-nous des enfants racontant des histoires dans l'obscurité, des histoires rassurantes pour chasser la peur de l'inconnu ? La réponse pourrait être plus troublante que tout ce que nous avons imaginé. Pour comprendre pourquoi cet objet brise toutes les règles, nous devons d'abord comprendre comment nous mesurons le temps cosmique, comment nous savons qu'une galaxie est ancienne, et surtout, combien de temps devrait réellement nécessiter la construction d'une telle structure. Lorsque vous regardez une étoile dans le ciel nocturne, vous ne la voyez pas telle qu'elle est maintenant, mais telle qu'elle était quand sa lumière a quitté sa surface. Proxima Centauri, l'étoile la plus proche après notre Soleil, se trouve à 4,2 années-lumière. Quand vous l'observez, vous la voyez telle qu'elle était il y a 4 ans et 2 mois. C'est le retard lumineux, une conséquence directe du fait que la lumière voyage à une vitesse finie. 299 792 km par seconde dans le vide. Maintenant, extrapolez cela à des distances cosmiques. Une galaxie située à 10 milliards d'années-lumière nous apparaît telle qu'elle existait il y a 10 milliards d'années. Nous ne regardons pas simplement loin dans l'espace, nous regardons littéralement en arrière dans le temps. Chaque télescope est une machine à remonter le temps. Mais comment savons-nous qu'une galaxie est à 10 milliards d'années-lumière et pas à 9 ou 11 ? La réponse réside dans un phénomène découvert par Edwin Hubble dans les années 1920,
le décalage vers le rouge, ou redshift en anglais. Lorsque quelque chose s'éloigne de vous, les ondes qu'il émet sont étirées. Pour le son, c'est ce qui produit la baisse de tonalité d'une sirène d'ambulance qui passe. Pour la lumière, l'étirement déplace les longueurs d'onde vers l'extrémité rouge du spectre, d'où le nom. L'univers est en expansion. Chaque galaxie s'éloigne de toutes les autres, pas parce qu'elles se déplacent à travers l'espace, mais parce que l'espace lui-même s'étire entre elles. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement et plus sa lumière est décalée vers le rouge. En mesurant ce décalage spectral avec une précision extrême, en identifiant les signatures chimiques spécifiques de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone dans le spectre lumineux et en calculant de combien elles ont été déplacées, les astronomes peuvent déterminer la distance. L'objet présente un redshift, noté Z, d'environ 1,5 à 2. À ce décalage, les calculs basés sur le modèle cosmologique standard placent que l'objet a environ 10 milliards d'années-lumière, ce qui correspond à une époque où l'univers avait environ 25 à 30% de son âge actuel. Mais d'autres galaxies découvertes par le James Webb ont des redshifts encore plus extrêmes. Une galaxie cataloguée sous la désignation GLASS Z13 présente un redshift de 13. À cela la place à une époque où l'univers n'avait que 300 millions d'années. 300 millions d'années. C'est un battement de cils cosmique. Une autre, CEERS-93316, a initialement montré un redshift estimé à 16,4, ce qui l'aurait placé à seulement 250 millions d'années après le Big Bang. Bien que des analyses ultérieures aient révisé cette valeur à la baisse, le fait demeure, nous trouvons des galaxies structurées, lumineuses, actives à des époques où elles ne devraient être que des nuages d'hydrogène, diffus commençant tout juste à se condenser. Alors, combien de temps faut-il réellement pour construire une galaxie? Décomposons le processus. Immédiatement après le Big Bang, disons dans les premiers 100 000 ans, l'univers était un plasma opaque. Trop chaud pour que les atomes stables existent. Les électrons et les noyaux atomiques flottaient librement, et la lumière ne pouvait pas voyager loin avant d'être absorbée ou diffusée. C'est l'âge sombre cosmique avant la recombinaison. À 380 000 ans, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se combinent avec les protons et forment des atomes d'hydrogène neutre. Soudain, l'univers est devenu transparent. La lumière pouvait enfin voyager librement. Et c'est cette lumière, étirée et refroidie par l'expansion, que nous détectons aujourd'hui comme le fond diffus cosmologique, ce rayonnement à 2,7 degrés Kelvin qui baigne tout l'espace. Mais l'univers était alors remarquablement homogène. Les variations de densité étaient infimes, de l'ordre d'une partie sur 100 000, et de minuscules fluctuations quantiques, étirées à l'échelle cosmique par l'inflation, avaient créé des régions légèrement plus denses que d'autres. Légèrement, infinitésimalement. La gravité a commencé son travail patient. Les régions légèrement plus denses attirèrent plus de matière. En attirant plus de matière, elles devenaient encore plus denses, augmentant leur attraction gravitationnelle. C'est un processus auto-renforçant appelé instabilité gravitationnelle ou effondrement de Jeans. Mais c'est lent, terriblement lent. Les simulations informatiques qui modélisent ce processus, en suivant des millions de particules de matière normale et de matière noire sur des milliards d'années simulées, montrent que la formation des premières structures prend du temps. D'abord, la matière noire, cette substance mystérieuse qui n'interagit pas avec la lumière mais possède une masse et donc une gravité, s'est effondrée en halos. Des concentrations sphériques où la densité était suffisante pour commencer à piéger la matière ordinaire. Ces halos de matière noire agissent comme des puits gravitationnels. La matière normale, principalement de l'hydrogène et de l'hélium gazeux, a été attirée dans ces puits. En tombant vers le centre, elle s'est réchauffée par compression. Mais pour que des étoiles se forment, le gaz doit se refroidir et se condenser davantage. Le refroidissement se produit par rayonnement, quand les atomes excités émettent des photons et perdent de l'énergie. L'hydrogène pur est inefficace pour le refroidissement radiatif. Il faut des collisions moléculaires, de l'hydrogène moléculaire, et ou des traces d'éléments plus lourds qui peuvent rayonner l'énergie plus efficacement.
Dans l'univers primordial, ces éléments lourds n'existaient pas encore. Ils n'ont été créés que dans les cœurs des premières étoiles et dispersés par leurs explosions. Les premières étoiles, appelées étoiles de population 3, étaient probablement des géants. 100, 200, peut-être 300 fois la masse de notre Soleil. Pourquoi si massive? Parce que sans éléments lourds pour faciliter le refroidissement, seuls les nuages de gaz extrêmement massifs pouvaient s'effondrer suffisamment pour allumer la fusion nucléaire. Ces monstres stellaires vivaient vite et mouraient jeunes. Une étoile de 100 masses solaires brûle son combustible en quelques millions d'années seulement, comparé aux 10 milliards d'années de vie prévues pour notre Soleil. Elles explosaient en supernovae cataclysmiques, certaines s'effondrant directement en trous noirs sans même exploser, dans ce qu'on appelle des hypernovas. Ces explosions ont enrichi l'univers en carbone, oxygène, fer, tous les éléments du tableau périodique au-delà de l'hélium. Ces éléments, dispersés dans l'espace, ont permis aux générations suivantes d'étoiles de se former plus facilement, car le gaz pouvait maintenant se refroidir plus efficacement. Selon les modèles, ce processus depuis les premières fluctuations de densité jusqu'aux premières étoiles devrait prendre au minimum 100 à 200 millions d'années. C'est le temps nécessaire pour que la gravité fasse son œuvre initiale. Ensuite, ces premières étoiles devaient former des proto-galaxies, de petits amas de quelques millions d'étoiles, irréguliers, chaotiques. Ces proto-galaxies fusionnaient ensuite les unes avec les autres, dans un processus hiérarchique. Deux petites galaxies entrent en collision et fusionnent pour former une plus grande. Celle-ci rencontre une autre, et ainsi de suite. Chaque fusion prend du temps, beaucoup de temps. Quand deux galaxies s'approchent, elles ne fusionnent pas instantanément. Elles orbitent d'abord l'une autour de l'autre, se déforment mutuellement par les forces de marée gravitationnelles, étirent des bras spiraux, éjectent des traînées d'étoiles. Le processus peut durer plusieurs centaines de millions d'années avant que les cœurs galactiques finalement se combinent. Et pour construire une galaxie vraiment massive, contenant des centaines de milliards d'étoiles, organisée avec des bras spiraux ou une structure elliptique mature, les calculs suggèrent qu'il faut des milliards d'années. Pas des centaines de millions, des milliards. Notre propre Voie lactée en est un exemple parfait. Elle s'est formée progressivement, absorbant des dizaines de petites galaxies naines au cours de son histoire. Nous pouvons encore voir les vestiges de certaines de ces fusions dans les courants stellaires qui traversent notre halo galactique. La galaxie naine du Sagittaire est actuellement en train d'être cannibalisée par la Voie lactée. Un processus qui a commencé il y a des milliards d'années et qui se poursuit encore. Andromède, notre grande voisine, a également une histoire complexe de fusion. Dans environ 4 milliards d'années, Andromède et la Voie lactée entreront elles-mêmes en collision. Et le processus de fusion prendra encore 1 à 2 milliards d'années pour se compléter, créant finalement une galaxie elliptique géante que certains ont déjà surnommée Lactomède ou Milkomeda. Voilà le rythme normal de l'évolution galactique, lent, patient, progressif. Mais l'objet défie cette chronologie. Sa masse stellaire estimée est d'environ 50 à 100 milliards de masses solaires. C'est comparable à des galaxies matures de l'univers local. Et pourtant, il existe déjà pleinement formé à une époque où, selon tous nos modèles, il devrait à peine commencer son adolescence cosmique. Faisons les mathématiques cruellement simples. Si l'univers a 13,8 milliards d'années et que l'objet est observé tel qu'il était il y a 10 milliards d'années, cela signifie qu'il existait 3,8 milliards d'années après le Big Bang. Soustrayons généreusement 200 millions d'années pour la formation des premières étoiles. Il reste 3,6 milliards d'années pour assembler une structure de 100 milliards de masses solaires. Cela semble peut-être suffisant. 3 milliards 600 millions d'années, c'est long. Mais creusons plus profondément. Pour former 100 milliards de masses solaires en étoiles, vous devez d'abord accumuler au moins 10 fois cette masse en gaz, parce que la conversion du gaz en étoile n'est jamais efficace à 100%. En fait, elle est généralement inefficace à environ 10%. Donc nous parlons d'accumuler 1000 milliards de masses solaires en matière baryonique. Ce gaz doit être attiré depuis l'environnement cosmique et le long des filaments de matière noire, drainés depuis un volume immense de l'univers.
Le taux d'accrétion, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le gaz tombe dans le puits gravitationnel de la galaxie en formation, est limité par les lois de la physique. Il y a une limite appelée le taux d'accrétion d'Eddington, du nom de l'astrophysicien Arthur Eddington. Quand la matière tombe vers un objet massif, elle s'échauffe et rayonne de l'énergie. Cette radiation exerce une pression vers l'extérieur qui s'oppose à la gravité. À un certain point, la pression de radiation équilibre la gravité, et l'accrétion ne peut plus s'accélérer sans violer les lois de conservation d'énergie. Même en supposant une accrétion continue au taux maximal permis par la physique, même en supposant des conditions idéales, même en injectant des quantités massives de matière noire pour augmenter le puits gravitationnel, les simulations peinent à produire des galaxies aussi massives si rapidement. Et ce n'est pas tout. L'objet ne contient pas seulement des étoiles jeunes et chaudes. L'analyse spectrale révèle la présence d'étoiles plus anciennes, des géantes rouges, des étoiles qui ont déjà épuisé l'hydrogène de leur cœur et ont gonflé en géantes. Ces étoiles nécessitent plusieurs milliards d'années pour atteindre ce stade. Cela signifie que les premières étoiles de cette galaxie ont dû se former encore plus tôt. Peut-être seulement 500 millions d'années après le Big Bang, peut-être moins. Nous entrons dans une zone temporelle où les modèles cosmologiques deviennent flous, où les incertitudes se multiplient. D'autres galaxies découvertes par le James Webb présentent des caractéristiques encore plus troublantes. Plusieurs montrent des signes de métallicité élevée, c'est-à-dire une abondance d'éléments lourds comme le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer. Ces éléments ne peuvent être produits que dans les cœurs des étoiles et dispersés par des supernovas ou des vents stellaires. Pour accumuler une métallicité significative, vous avez besoin de plusieurs générations d'étoiles. La première génération fabrique les éléments lourds et les disperse. La deuxième génération se forme à partir de ce matériau enrichi et en fabrique davantage. La troisième génération est encore plus riche en métaux. Chaque génération prend du temps, des centaines de millions d'années pour que les étoiles vivent et meurent. Et pourtant, certaines de ces galaxies ultra distantes montrent déjà une métallicité comparable à des galaxies beaucoup plus récentes. C'est comme si l'évolution chimique de l'univers avait été accélérée dans ces objets, comme si le temps lui-même s'écoulait différemment. Une galaxie nommée GN-Z11, observée avec le télescope Hubble avant l'ère du James Webb, détient le record de distance confirmée avec un redshift de 10,6. Elle existait seulement 400 millions d'années après le Big Bang. Elle est étonnamment brillante, beaucoup plus que prévu. Sa luminosité suggère un taux de formation stellaire extrêmement élevé, 20 fois celui de la Voie lactée actuelle. Elle fabrique des étoiles à une vitesse furieuse. Mais maintenir un tel taux de formation stellaire nécessite un approvisionnement constant et massif en gaz froid. D'où vient tout ce gaz? Comment a-t-il été assemblé si rapidement? Les filaments cosmiques de matière noire, ces autoroutes gravitationnelles le long desquelles la matière s'écoule, ne se sont pas encore pleinement formés à cette époque selon nos simulations. Certains scientifiques ont proposé que ces galaxies primitives contiennent des trous noirs supermassifs en leur centre, des monstres de millions ou même de milliards de masses de solaire, qui accélèrent dans la formation stellaire en chauffant et en comprimant le gaz environnant. Mais cela ne fait que déplacer le problème. Comment ces trous noirs supermassifs ont-ils pu se former si rapidement? Un trou noir naît généralement de l'effondrement d'une étoile massive. Un trou noir stellaire typique a une masse de quelques dizaines de masses solaires. Pour devenir supermassif, il doit croître en accrétant de la matière ou en fusionnant avec d'autres trous noirs. Là encore, il y a des limites physiques au taux de croissance, notamment la limite d'Eddington. Même en supposant une croissance continue au taux maximal, en partant d'un trou noir stellaire de 100 masses solaires, il faut environ 800 millions d'années pour atteindre 1 milliard de masses solaires. Mais nous trouvons des trous noirs d'1 milliard de masses solaires dans des quasars datant de moins de 700 millions d'années après le Big Bang. Le quasar le plus lointain connu, nommé J03, 13-1806, contient un trou noir de 1600 millions de masses solaires et existait quand l'univers n'avait que 670 millions d'années. C'est physiquement impossible selon les modèles standards de croissance des trous noirs.
à moins qu'ils ne soient nés directement comme trous noirs massifs, sans passer par l'étape stellaire. Mais nous ne savons pas comment cela pourrait se produire. Chaque observation approfondit le mystère. Chaque galaxie découverte dans l'univers primitif semble défier les attentes. Elles sont trop grandes, trop brillantes, trop organisées, trop riches en métaux, trop tout. Les cosmologistes ont proposé diverses solutions. Peut-être que la formation stellaire dans l'univers primitif était intrinsèquement plus efficace qu'aujourd'hui. Peut-être que les premières étoiles étaient en moyenne plus massives, vivaient plus vite et recyclèrent leur matériel plus rapidement. Peut-être que nous sous-estimons les densités de matière noire dans l'univers jeune. Peut-être que des processus physiques inconnus accélérèrent l'assemblage des structures. Mais toutes ces solutions ressemblent à des ajustements ad hoc, des rustines sur un modèle qui fuit de partout. Vous ajustez un paramètre pour expliquer une observation, et cela crée un conflit avec une autre. Vous augmentez l'efficacité de formation stellaire, et soudain, vous surproduisez la métallicité. Vous augmentez la densité de matière noire, et vous entrez en conflit avec les observations du fond diffus cosmologique. La vérité inconfortable est que nous ne comprenons pas entièrement la formation des galaxies, même dans l'univers local, même à des époques récentes. Nous avons des modèles qui fonctionnent raisonnablement bien en moyenne, mais les détails nous échappent constamment. Pourquoi certaines galaxies deviennent-elles des spirales élégantes avec des bras bien définis, tandis que d'autres deviennent des elliptiques amorphes? Pourquoi certaines galaxies ont-elles cessé de former des étoiles il y a des milliards d'années, tandis que d'autres continuent activement? Qu'est-ce qui régule réellement le taux de formation stellaire? Comment les trous noirs supermassifs au centre des galaxies influencent-ils leur évolution? Ces questions restent partiellement sans réponse. Et si nous ne comprenons pas complètement les galaxies que nous pouvons observer en détail, comment pouvons-nous prétendre comprendre celles qui existaient il y a plus de 10 milliards d'années, que nous ne voyons que comme de minuscules taches de lumière rougie dans nos télescopes les plus puissants? L'objet a 10 milliards d'années-lumière et les centaines d'autres galaxies primitives massives découvertes par le James Webb. Elles ne sont pas simplement des curiosités. Ils représentent un échec systématique de nos modèles prédictifs. Nous avions prédit un univers jeune, peuplé de petites galaxies irrégulières. Nous trouvons des géants organisés. La science progresse souvent ainsi. Nous construisons des théories basées sur les données disponibles. Ces théories font des prédictions. Nous testons ces prédictions avec de nouvelles observations. Parfois, les prédictions sont confirmées et notre confiance augmente. Mais parfois, la nature nous surprend. Elle nous montre quelque chose d'inattendu. Et c'est à ce moment que la vraie science commence. Le moment de la surprise est le moment de l'opportunité. C'est l'occasion de questionner nos hypothèses, de réviser nos modèles, de chercher des explications plus profondes. Ah, mais il y a aussi le danger de l'inertie intellectuelle. Quand une théorie devient dominante, quand elle est enseignée dans tous les manuels, quand des milliers de carrières sont construites sur ses fondations, il y a une résistance naturelle au changement. Les anomalies sont minimisées, expliquées par des incertitudes de mesure, attribuées à des cas particuliers. Avec les galaxies primitives massives, nous sommes peut-être à ce point de bascule. Soit ces objets peuvent être expliqués par des ajustements relativement mineurs au modèle standard, soit ils indiquent avant tout quelque chose de fondamentalement erroné dans notre compréhension. Et personne, à ce stade, ne peut affirmer avec certitude quelle option est la correcte. Le télescope James Webb n'observe pas dans la lumière visible comme nos yeux, ou comme le télescope Hubble. Il observe principalement dans l'infrarouge. Ces longueurs d'onde plus longues que le rouge, invisibles pour nous, mais parfaites pour percer les nuages de poussière cosmique et capturer la lumière des objets les plus lointains. Parce que l'expansion de l'univers étire la lumière visible émise par les galaxies primitives jusqu'à ce qu'elle devienne infrarouge au moment où elle nous atteint. Ces instruments, refroidis à moins de 40 degrés Kelvin pour réduire le bruit thermique, peuvent détecter des variations de luminosité infimes, analyser des spectres avec une précision extraordinaire et révéler des détails que nous ne pouvions qu'imaginer auparavant. Parmi les centaines de galaxies candidates découvertes dans l'univers profond, plusieurs se distinguent non seulement par leur âge, mais par leur structure.
et des structures qui racontent une histoire de violence, de collision, de transformation brutale survenue à une époque où l'univers était supposé encore calme. Il y a cette galaxie, cataloguée dans le programme d'observation CEERS, le Cosmic Evolution Early Release Science, qui montre clairement une morphologie perturbée. 2 noyaux brillants séparés par quelques milliers d'années-lumière seulement, entourés d'un halo diffus de lumière, des bras tordus qui s'étendent asymétriquement. C'est la signature indubitable d'une fusion galactique en cours. 2 galaxies, chacune déjà massive, sont en train de se percuter et de fusionner. Cette fusion se produit à un redshift de 4,5 environ, ce qui la place à une époque où l'univers avait seulement 1 milliard 400 millions d'années. 1 milliard 400 millions. Or, pensez-y. Cela signifie que ces 2 galaxies individuelles devaient déjà être substantielles avant leur collision. Elles avaient déjà accumulé des dizaines de milliards d'étoiles chacune. Comment ont-elles eu le temps de se former séparément, puis de se rencontrer et de commencer à fusionner, tout cela en à peine 1 milliard d'années? La probabilité qu'une galaxie rencontre une autre dépend de la densité de galaxies dans une région donnée et du temps disponible. Dans l'univers jeune, les galaxies étaient effectivement plus rapprochées parce que l'univers était plus petit, plus compact. Donc, les collisions pouvaient être plus fréquentes. Mais cela ne change pas le fait que chaque galaxie participante doit d'abord exister, doit d'abord accumuler sa masse. Les fusions galactiques sont des événements d'une violence inimaginable. Et bien que cette violence soit paradoxalement silencieuse et lente à notre échelle temporelle. Quand 2 galaxies entrent en collision, les étoiles individuelles se croisent généralement sans se percuter directement. L'espace entre les étoiles est tellement vaste que les probabilités de collision stellaire directe sont infimes. Non, la violence est gravitationnelle. Les champs gravitationnels des 2 galaxies s'entremêlent, créant entre elles des forces de marée colossales qui déchirent les structures spirales, éjectent des courants d'étoiles dans l'espace intergalactique, perturbent les orbites de milliards de systèmes solaires. Si une civilisation existait dans une telle galaxie, ces astronomes verraient le ciel nocturne se transformer sur des millions d'années. Des constellations déformées, une 2e galaxie approchant, grossissant, emplissant la moitié du ciel. Des nuages de gaz comprimés s'enflammant en explosions de formations stellaires. Parce que si les étoiles ne se percutent pas, les nuages de gaz interstellaires, eux, le font. Et quand 2 immenses réservoirs de gaz se rencontrent à des vitesses de centaines de kilomètres par seconde, ils se compriment violemment. Cette compression déclenche des effondrements gravitationnels en cascade. Des millions, des dizaines de millions de nouvelles étoiles naissent en quelques millions d'années seulement. C'est ce qu'on appelle un sursaut de formation stellaire, ou starburst. Ces périodes de formation stellaire frénétique consomment le gaz disponible à une vitesse prodigieuse. Une galaxie qui subit un starburst intense peut épuiser toutes ses réserves de gaz en quelques dizaines de millions d'années. Après quoi, la formation stellaire s'arrête brusquement. La galaxie devient rouge et morte, peuplée uniquement d'étoiles vieillissantes, sans nouvelle génération pour les remplacer. Et nous observons précisément ce phénomène dans l'univers primitif. Des galaxies appelées galaxies massives quiescentes, ou galaxies rouges leur est morte, qui ont déjà cessé de former des étoiles à une époque où elles devraient encore être dans leur phase de croissance active. Une étude a identifié plusieurs galaxies massives à un redshift supérieur à 3, donc existant quand l'univers avait moins de 2 milliards d'années, qui ne montrent aucun signe de formation stellaire en cours. Leur lumière est dominée par les vieilles étoiles rouges. Elles ont déjà vécu une vie entière, brûlé tout leur combustible et sont entrées dans une retraite cosmique prématurée. Et comment une galaxie peut-elle mourir si jeune ? Qu'est-ce qui éteint la formation stellaire si tôt dans l'histoire cosmique ? Plusieurs mécanismes ont été proposés. L'un implique le trou noir supermassif central. Quand ce trou noir accrète de la matière activement, il devient un quasar, libérant des quantités phénoménales d'énergie sous forme de rayonnement et de jets relativistes. Cette énergie peut chauffer le gaz environnant à des températures si élevées qu'il ne peut plus se condenser pour former des étoiles, ou même l'expulser complètement de la galaxie. C'est un mécanisme de rétroaction négative, où la formation stellaire passée crée les conditions qui empêchent la formation stellaire future.
Mais déclencher ce mécanisme nécessite un trou noir supermassif déjà présent et actif. Ce qui nous ramène au problème de savoir comment ces trous noirs ont grandi si rapidement. Un autre cas fascinant est celui des galaxies extrêmement poussiéreuses détectées dans l'univers primitif. La poussière cosmique est constituée de grains microscopiques de silicates, de carbone, de composés organiques complexes. Cette poussière est fabriquée dans les atmosphères des étoiles vieillissantes et dispersée dans l'espace quand elles meurent. Comme pour les éléments lourds, sa présence indique qu'au moins une génération d'étoiles a déjà vécu et est morte. Certaines galaxies à haut redshift sont si riches en poussière qu'elles absorbent presque toute la lumière ultraviolette et visible de leurs jeunes étoiles et la réémettent dans l'infrarouge lointain. Ce sont les galaxies submillimétriques, nommées ainsi parce qu'elles sont détectées aux longueurs d'onde submillimétriques. Elles sont parmi les objets les plus lumineux de l'univers dans l'infrarouge, malgré leur apparence faible dans le visible. Ces galaxies connaissent des taux de formation stellaire stupéfiants, parfois 1000 masses solaires par an. Pour contexte, la Voie lactée forme environ 1 à 2 masses solaires d'étoiles par an actuellement. 1000 fois plus. C'est une forge stellaire incandescente, mais maintenir un tel rythme demande des quantités colossales de gaz. D'où provient-il ? Des simulations suggèrent que ces galaxies submillimétriques sont souvent le résultat de fusions majeures entre galaxies riches en gaz. La collision comprime le gaz, déclenche le starburst et la poussière produite par les nombreuses supernovas résultantes obscurcit la lumière. Une de ces galaxies, nommée SPT0311-58, a été détectée à un redshift de 6,9, correspondant à une époque où l'univers n'avait que 780 millions d'années. Elle est en fait un système double, deux galaxies massives en interaction, avec un taux de formation stellaire combiné d'environ 2900 masses de solaire par an. 2900. En 1 million d'années, elle produirait près de 3 milliards d'étoiles. La quantité de poussière détectée dans ce système est ahurissante, environ 25 millions de masses solaires de poussière. Chaque grain de cette poussière a été forgé dans le cœur d'une étoile mourante. Combien de générations d'étoiles, combien de supernovas ont été nécessaires pour accumuler autant de poussière en si peu de temps ? Les modèles chimio-évolutifs, qui tentent de suivre la production et la distribution des éléments chimiques au fil du temps cosmique, ont du mal à reproduire ces abondances dans les délais imposés. Ils peuvent y arriver en supposant un mode de formation stellaire initial extrêmement efficace, avec une proportion inhabituellement élevée d'étoiles massives qui vivent et meurent rapidement. Mais ces suppositions sont, encore une fois, des ajustements pour faire correspondre les observations au modèle, plutôt que des prédictions indépendantes. Ailleurs dans le cosmos profond, le James Webb a révélé ce que les astronomes appellent des protamasses de galaxies. Un amas de galaxies est une collection gravitationnellement liée de dizaines, voire de centaines de galaxies, s'étendant sur plusieurs millions d'années-lumière. Ce sont les plus grandes structures liées par la gravité dans l'univers. Dans l'univers local, des amas comme Coma ou Virgo contiennent des milliers de galaxies et ont des masses totales de 10 puissance 15 masses solaires ou plus. Les protamas sont les précurseurs de ces structures. Des concentrations de galaxies en train de s'assembler, pas encore pleinement viralisées, c'est-à-dire pas encore en équilibre gravitationnel stable. Selon le modèle hiérarchique de formation des structures, les protamas ne devraient apparaître que relativement tard, après que de nombreuses galaxies individuelles se sont formées et ont commencé à se regrouper. Mais le Webb a identifié plusieurs protamas à des redshifts supérieurs à 6. À des époques où l'univers avait moins d'1 milliard d'années, une structure est détectée à un redshift de 7,9 contient au moins 7 galaxies massives concentrées dans une région d'environ 2 millions d'années-lumière de diamètre. Elle existait quand l'univers n'avait que 650 millions d'années. La probabilité de trouver 7 galaxies déjà massives, déjà formées, regroupées dans un volume relativement petit à une époque si précoce, est extraordinairement faible selon les simulations standards. Cela suggère soit une chance statistique extrême, soit que nos modèles sous-estiment significativement l'efficacité avec laquelle les structures se forment dans l'univers jeune. Et puis, il y a l'énigme des quasars ultra lointains. Les quasars sont les phares du cosmos, alimentés par des trous noirs supermassifs engloutissant de la matière
à un rythme frénétique. La matière, en spiralant vers le trou noir, s'échauffe à des millions de degrés et rayonne avec une intensité telle qu'un seul quasar peut surpasser en luminosité toute une galaxie de 100 milliards d'étoiles. Nous avons déjà mentionné J0 313-1806, le quasar le plus lointain avec son trou noir de 1600 millions de masses solaires, à seulement 670 millions d'années après le Big Bang. Mais il y en a d'autres. J10, 0, 7 plus 2, 115, J134 2 plus 0, 928, U, LA, S, J112, B0, plus 0, 641. Tous des quasars détectés dans la première moitié du premier milliard d'années cosmiques, tous alimentés par des trous noirs de près d'1 milliard de masses solaires. Chacun de ces objets pose la même question irritante. Comment des trous noirs si massifs ont-ils grandi si vite? Même si vous commencez avec des graines de trous noirs de 100 000 masses solaires, ou ce qui est déjà extraordinairement massif pour un objet initial, et que vous les faites croître au taux maximal d'Eddington sans interruption, vous atteignez tout juste les masses observées dans le temps disponible. Cela signifie qu'il ne peut y avoir pratiquement aucune pause dans l'accrétion. Le trou noir doit engloutir continuellement de la matière à la vitesse maximale permise par la physique pendant des centaines de millions d'années. C'est possible en théorie, mais improbable en pratique. Les processus d'accrétion sont généralement sporadiques, irréguliers. Il y a des périodes d'activité intense suivies de périodes de calme quand le combustible local est épuisé. Certains théoriciens ont suggéré que ces trous noirs n'ont pas grandi à partir de graines stellaires, mais sont nés directement comme trous noirs massifs lors de l'effondrement de nuages de gaz primordiaux géants. Ces effondrements directs pourraient nous créer des trous noirs de dizaines de milliers, voire de 100 000 masses solaires dès le départ, donnant une longueur d'avance. Mais les conditions nécessaires pour un tel effondrement direct sont extrêmement spécifiques et peut-être rares. Le gaz doit être extrêmement pur, dépourvu de métaux et même d'hydrogène moléculaire, pour éviter de se fragmenter en étoiles individuelles lors de l'effondrement. Il doit être exposé à un rayonnement ultraviolet intense qui dissocie toute molécule d'hydrogène. Et il doit être dans un halo de matière noire suffisamment massif pour le retenir gravitationnellement. Réunir toutes ces conditions simultanément est difficile. Quelle que soit l'explication, les quasars ultra lointains démontrent que des processus énergétiques violents se déroulaient déjà très tôt dans l'histoire cosmique. Ces objets libèrent autant d'énergie en une seconde que notre Soleil en libère sur des millions d'années. Ils ionisent que le gaz environnant sur des distances de millions d'années-lumière. Ils sculptent des bulles géantes dans le milieu intergalactique, des régions où l'hydrogène neutre a été complètement ionisé par le rayonnement ultraviolet intense. Cette époque, entre environ 200 millions et 1 milliard d'années après le Big Bang, est connue comme l'époque de rayonisation. Après la recombinaison, l'univers était neutre, rempli d'hydrogène atomique. Puis, les premières étoiles et les premiers quasars se sont allumés, et leur rayonnement ultraviolet a progressivement rayonisé tout l'hydrogène cosmique. Aujourd'hui, le milieu intergalactique est presque entièrement ionisé. Mais ce processus n'était pas uniforme. Il a commencé dans des bulles autour des premières sources de lumière qui ont grandi et fusionné jusqu'à ce que tout l'espace soit ionisé. Comprendre cette transition est crucial pour comprendre comment les galaxies ont évolué, car l'état d'ionisation du gaz affecte sa capacité à refroidir et à s'effondrer pour former des étoiles. Les quasars ultra lointains, en créant de grandes bulles ionisées autour d'eux très tôt, ont pu influencer la formation des galaxies dans leur voisinage. Ils ont pu supprimer la formation stellaire dans certaines régions en chauffant le gaz, ou au contraire la déclencher dans d'autres par compression des ondes de choc. Et voici où la violence devient réellement palpable. L'énergie libérée par ces objets ne reste pas confinée, elle se propage. Un quasar lumineux émet non seulement de la lumière, mais aussi des vents, des jets de matière éjectés à des vitesses relativistes, une fraction significative de la vitesse de la lumière. Ces jets sont collimatés, focalisés par les champs magnétiques intenses près du trou noir, et ils percent à travers la galaxie haute et au-delà, sur des distances de centaines de milliers, voire de millions d'années-lumière. Quand un de ces jets frappe un nuage de gaz, il le chauffe instantanément à des millions de degrés,
créant des bulles de plasma bouillonnant. L'énergie cinétique transportée par ces jets est phénoménale. Certains quasars éjectent l'équivalent de dizaines à centaines de masses solaires de matière par an, à des vitesses de dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Cette matière emporte avec elle une énorme quantité d'énergie mécanique, suffisante pour perturber la galaxie haute entière, voire pour l'empêcher de former de nouvelles étoiles en expulsant ou en chauffant tout son réservoir de gaz froid. Dans certains cas, observés dans l'univers local, les vents de quasars expulsent du gaz à des taux de 1000 masses solaires par an ou plus. Si cette expulsion continue pendant quelques dizaines de millions d'années, elle peut vider la galaxie de la majorité de son gaz, la transformant en une galaxie rouge et morte. Ces processus violents, ces rétroactions énergétiques entre les trous noirs actifs et leur galaxie haute, sont maintenant reconnus comme essentiels pour expliquer pourquoi toutes les galaxies ne forment pas continuellement des étoiles jusqu'à épuiser tout l'approvisionnement cosmique en gaz. Quelque chose doit réguler la formation stellaire, et les trous noirs supermassifs actifs sont les principaux suspects. Mais si ces processus sont déjà à l'œuvre dans l'univers primitif, si des quasars puissants expulsent du gaz et régulent pour les galaxies à peine 600 millions d'années après le Big Bang, cela signifie que l'évolution galactique n'était pas un processus paisible et graduel, mais un drame tumultueux dès le début. Imaginez l'univers à cette époque, non pas comme un vide calme parsemé de quelques étoiles timides, mais comme un chaudron en ébullition. Des galaxies se forment à un rythme effréné, engloutissent que du gaz, explosent en sursaut de formation stellaire. Des trous noirs grandissent et s'enflamment en quasars aveuglants. Des jets relativistes déchirent le tissu gazeux. Des supernovae, des dizaines de milliers d'entre elles dans une seule galaxie sur quelques millions d'années, injectent de l'énergie et des éléments lourds. Des fusions galactiques perturbent les structures à peine formées. Des ondes de choc se propagent, comprimant, chauffent, détruisent des craies. C'était un cosmos violent, énergétique, en transformation rapide. Rien à voir avec la vision tranquille et progressive que nous avions imaginée. Et cette violence pose des questions profondes. Si tant d'énergie était libérée si tôt, si les processus destructeurs étaient déjà si puissants, comment les galaxies ont-elles survécu? Comment se sont-elles développées pour devenir les structures stables que nous voyons aujourd'hui? Il doit y avoir un équilibre délicat. Trop de rétroaction énergétique et la formation stellaire s'arrête prématurément. Pas assez, et la galaxie consomme tout son gaz trop rapidement et meurt aussi. Quelque part entre ces extrêmes, il y a une zone où les galaxies peuvent croître de manière durable, formant des étoiles à un rythme régulé, survivant au cataclysme. Mais régler cet équilibre dans les modèles est extraordinairement difficile. Les simulations doivent inclure non seulement la gravité et l'hydrodynamique du gaz, mais aussi les processus de refroidissement radiatif, la formation stellaire, les supernovas, les vents stellaires, les trous noirs, les jets, les champs magnétiques. Chacun de ces processus opère sur des échelles spatiales et temporelles différentes, et ils interagissent de manière complexe et non linéaire. Les simulations les plus sophistiquées, qui tournent pendant des mois sur des superordinateurs, parviennent à reproduire certaines propriétés des galaxies observées, mais échouent encore à en capturer d'autres. Et quand il s'agit de l'univers primitif, où les conditions étaient différentes et où nos observations sont encore fragmentaires, les incertitudes se multiplient. Nous naviguons dans un brouillard épais, avec seulement quelques balises lumineuses, ces galaxies lointaines détectées par nos télescopes, pour nous guider. Chaque nouvelle observation est une nouvelle balise, mais aussi parfois une nouvelle source de confusion quand elle ne se trouve pas où nous l'attendions. L'objet à 10 milliards d'années-lumière n'est plus seul dans son impossibilité. Il est entouré d'une population entière d'objets tout aussi troublants, chacun racontant une histoire de rapidité, de violence, de processus que nous ne maîtrisons pas encore. Et au-delà des galaxies elles-mêmes, il y a la structure à plus grande échelle. Les filaments cosmiques, ces autoroutes de matière noire le long desquelles les galaxies s'assemblent comme des perles sur un collier. Ces structures aussi semblent émerger plus tôt que prévu. Des observations récentes suggèrent que le réseau cosmique, cette toile d'araignée de filaments et de vide, était déjà en place dans ces grandes lignes moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Si c'est vrai, cela signifie que la gravité a organisé l'univers très rapidement.
plus rapidement que les simulations standards ne le prédisent. Cela suggère peut-être que la matière noire était déjà fortement agglomérée très tôt, avec des variations de densité initiale plus prononcées que celles que nous mesurons dans le fond diffus cosmologique. Mais augmenter les fluctuations initiales de densité entre en conflit avec les observations extrêmement précises du rayonnement de fond cosmologique, qui montrent un univers remarquablement homogène à l'époque de la recombinaison. Encore une tension, encore une pièce du puzzle qui ne s'emboîte pas parfaitement. Nous sommes confrontés à un cosmos qui refuse de se conformer à nos attentes, qui nous présente des phénomènes que nos meilleures théories peinent à expliquer. Et nous n'avons même pas encore abordé les implications les plus profondes, les plus troublantes de ces découvertes. Dans l'univers que le télescope James Webb nous révèle, la violence n'est pas une exception, c'est la règle. Et cette violence atteint des échelles qui dépassent notre capacité d'imagination, qui transforment notre vocabulaire en métaphores impuissantes. Prenons un événement détecté le 19 octobre 2022 par plusieurs satellites de surveillance spatiale. Une explosion de rayons gamma, cataloguée GRB 22109A. Les rayons gamma sont la forme la plus énergétique de rayonnement électromagnétique, bien au-delà des rayons X, avec des photons individuels portant des millions à des milliards d'électronvolts d'énergie. Ils sont produits dans les événements les plus cataclysmiques de l'univers. Cette explosion particulière a été tellement intense qu'elle a saturé les détecteurs de pratiquement tous les observatoires spatiaux de rayons gamma. Le satellite Fermi, spécialement conçu pour observer ces phénomènes, a enregistré une luminosité dépassant tout ce qui avait été mesuré auparavant dans ce domaine. L'événement a duré plus de 10 heures dans sa phase initiale, avec des émissions résiduelles détectables pendant des jours. L'analyse du spectre a permis de déterminer que cette explosion provenait d'une distance correspondant à un redshift de 0,15, soit environ 2 milliards d'années-lumière, relativement proche à l'échelle cosmologique. Mais l'énergie libérée était si phénoménale que si un tel événement s'était produit dans notre propre galaxie, à disons 10 000 années-lumière de la Terre, il aurait pu causer une extinction de masse en détruisant notre couche d'ozone et en bombardant la surface de radiation létale. On estime que GRB 22109A a libéré en quelques minutes autant d'énergie que notre Soleil en émettra pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Toute cette énergie, concentrée dans un faisceau relativiste pointé par hasard dans notre direction. L'objet responsable était probablement une étoile supergéante, peut-être 30 ou 40 fois la masse solaire, qui a épuisé son combustible nucléaire et s'est effondré directement en trou noir. Mais pas un effondrement ordinaire. Un effondrement hypermassif, où le cœur interne s'effondre si rapidement qu'il crée un disque d'accrétion temporaire autour du trou noir naissant. Ce disque, surchauffé à des milliards de degrés, lance des jets de plasma à 99,9% de la vitesse de la lumière le long de l'axe de rotation de l'étoile. Ces jets percent à travers les couches externes de l'étoile mourante en quelques secondes, émergent dans l'espace interstellaire et continueront sur des années-lumière, chauffant tout sur leur passage à des températures où les atomes se désintègrent en plasma de quarks et de gluons. C'est ce jet, vu de face, qui produit l'explosion de rayons gamma observés. Maintenant, imaginez ces mêmes événements se produisant dans l'univers primitif, quand les étoiles s'étaient en moyenne plus massives, quand le taux de formation stellaire était des centaines de fois plus élevé, quand les galaxies étaient les compactes et les étoiles beaucoup plus rapprochées. Les explosions de rayons gamma devaient être fréquentes, peut-être des dizaines par galaxie sur quelques millions d'années. Une étude théorique a calculé que dans une galaxie subissant un starburst intense avec un taux de formation stellaire de 1000 masses solaires par an, il pourrait y avoir une explosion de rayons gamma tous les 10 000 ans environ. 10 000 ans, c'est un instant cosmique. Cela signifie qu'au cours d'1 million d'années, cette galaxie connaîtrait une centaine de ces cataclysmes. Chaque explosion stérilise un volume autour d'elle. Si une planète habitable se trouvait à moins de 1000 années-lumière d'une telle explosion, sa biosphère serait sévèrement endommagée, voire éradiquée. À moins de 100 années-lumière, c'est une garantie d'extinction totale. Les rayons gamma frappaient l'atmosphère, créaient une cascade de réactions chimiques,
qui produisent en fait des oxydes d'azote qui détruisent l'ozone. Sans ozone, les ultraviolets stellaires bombardent la surface sans filtration. Les mutations génétiques explosent. La photosynthèse est perturbée. Les chaînes alimentaires s'effondrent. Dans les galaxies compactes de l'univers primitif, où des centaines de milliards d'étoiles étaient concentrées dans des volumes peut-être 10 fois plus petits que les galaxies actuelles, la densité stellaire était telle que de nombreuses étoiles se trouvaient dans les zones de danger d'explosion de rayons gamma. Si des planètes existaient, si la vie avait commencé à émerger, elle aurait été régulièrement effacée par ces déluges de radiation. Mais les explosions de rayons gamma ne sont qu'un type de violence parmi d'autres. Les supernovae classiques, bien que moins directionnelles, elles libèrent également des énergies colossales. Une supernova typique de type 2, issue de l'effondrement du cœur d'une étoile massive, libère environ 10 puissance 46 joules d'énergie en quelques secondes. C'est un 1 suivi de 46 zéros. Pour contextualiser, c'est environ 100 fois l'énergie que notre Soleil émettra pendant toute son existence. La majorité de cette énergie est emportée par des neutrinos, ces particules fantomatiques qui interagissent à peine avec la matière et s'échappent directement du cœur en effondrement. Mais environ 1% de l'énergie va dans l'onde de choc mécanique qui expulse les couches externes de l'étoile, et environ 1% dans le rayonnement électromagnétique. 1% de 10 puissance 46 joules reste une énergie phénoménale. L'onde de choc se propage dans le milieu interstellaire à des vitesses de 10 000 à 20 000 km par seconde. Elle balaye le gaz et la poussière, comprime les nuages moléculaires, déclenche parfois de nouvelles vagues de formation stellaire dans une réaction en chaîne. Mais elle détruit aussi. Tout système planétaire dans un rayon de quelques dizaines d'années-lumière est sévèrement affecté. Les planètes sont bombardées par des rayons cosmiques accélérés, par des flux de radiation X et ultraviolettes intenses. Dans une galaxie en starburst intense, avec peut-être 10 000 supernovas par million d'années, le milieu interstellaire est dans un état de turbulence permanente. Les ondes de choc se croisent, interfèrent, créent une structure fractale de coquilles et de filaments. Le gaz est chauffé en moyenne à des millions de degrés, formant un vent galactique qui s'échappe du plan de la galaxie et enrichit le milieu intergalactique en métaux. Certaines galaxies observées dans l'univers proche montrent des signes de ces vents galactiques supernova-driven. M82, la galaxie du cigare, située à environ 12 millions d'années-lumière, est l'exemple classique. Elle subit un starburst déclenché par une interaction gravitationnelle avec sa voisine M81. Son taux de formation stellaire est environ 10 fois celui de la Voie lactée, et les milliers de supernovae résultantes ont créé un vent galactique visible comme un panache de gaz chaud, s'échappant perpendiculairement au disque galactique sur des milliers d'années-lumière. Ce vent transporte de l'énergie et de la matière hors de la galaxie. Si le processus continue assez longtemps, il peut expulser une fraction significative du gaz de la galaxie, limitant ainsi la formation stellaire future. C'est un autre mécanisme de rétroaction, où l'activité stellaire intense finit par s'autoréguler en épuisant le combustible. Maintenant, transposer ce scénario aux galaxies primitives massives que nous avons évoquées. Si elles avaient formé des dizaines de milliards d'étoiles en quelques centaines de millions d'années, les taux de supernova auraient été stupéfiants. Des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de supernovas par million d'années. Le milieu interstellaire aurait été un enfer de radiation et d'ondes de choc. Et puis, il y a les événements encore plus extrêmes. Les hypernovae, chez des explosions d'étoiles exceptionnellement massives qui libèrent 10 à 100 fois plus d'énergie qu'une supernova ordinaire. Ces événements sont rares, mais dans un univers jeune peuplé d'étoiles supermassives, de 100 à 300 masses solaires, il aurait pu être relativement fréquent. Une hypernova libère environ 10 puissance 47 à 10 puissance 48 joules. L'étoile est littéralement déchiquetée, expulsant la quasi-totalité de sa masse à des vitesses dépassant 30 000 km par seconde. Le résidu peut être un trou noir massif, ou parfois rien du tout si l'explosion est suffisamment énergétique pour disperser même le cœur. S N
2006 GIR, détecté dans la galaxie NGC 1260 à 240 millions d'années-lumière, est considérée comme un exemple d'hypernova. Elle a atteint une luminosité pic environ 50 fois supérieure à celle d'une supernova typique et est restée brillante pendant des mois. L'étoile progénitrice était estimée à environ 150 masses solaires. L'énergie rayonnée pendant l'explosion était telle qu'elle a surpassé la luminosité de sa galaxie hôte entière pendant plusieurs semaines. Imaginez des centaines de ces événements se produisant simultanément dans une galaxie compacte de l'univers primitif. La luminosité totale atteindrait des niveaux hallucinants. La galaxie entière deviendrait un phare de radiation létale visible à travers tout l'univers observable. Et nous n'avons même pas encore parlé des collisions d'étoiles à neutrons. Quand deux étoiles à neutrons, ces cadavres stellaires ultra denses, où une masse supérieure au Soleil est comprimée dans une sphère de seulement 20 km de diamètre, spiralent l'une vers l'autre et fusionnent, l'événement libère une gerbe de rayons gamma, d'ondes gravitationnelles, et synthétise une quantité phénoménale d'éléments lourds. Le 17 août 2017, les détecteurs d'ondes gravitationnelles, LIGO et Virgo, ont capté le signal d'une telle fusion, désigné GW170817. Quelques secondes plus tard, un sursaut gamma bref a été détecté, confirmant la connexion. Puis, dans les heures et les jours suivants, des télescopes du monde entier ont observé la kilonova, une explosion alimentée par la désintégration radioactive des éléments lourds nouvellement synthétisés. L'analyse spectrale de cette kilonova a révélé les signatures de l'or, du platine, de l'uranium, du thorium. On estime que cet événement unique a produit plusieurs masses terrestres d'or pur. Plusieurs planètes entières faites d'or, créées en quelques secondes. Mais l'énergie impliquée est tout aussi remarquable. La fusion elle-même a converti environ 5% de la masse totale du système, soit environ 1/10 de masse solaire, directement en énergie d'onde gravitationnelle en quelques millisecondes. C'est l'équivalent de E égale mc au carré, l'équation d'Einstein, à l'œuvre dans toute sa puissance dévastatrice. 5% de la masse d'un objet aussi massif qu'1/10 du Soleil, converti en pure énergie en moins d'une seconde, produit une libération d'environ 2 fois 10 puissance 47 joules. Cette énergie déforme l'espace-temps lui-même, créant des ondulations qui se propagent à la vitesse de la lumière à travers le cosmos. GW170817 s'est produite à environ 130 millions d'années-lumière. Et pourtant, nous avons pu détecter la déformation infime de l'espace qu'elle a causé en traversant la Terre. Ces fusions sont les forges cosmiques des éléments les plus lourds. Les supernovas ordinaires produisent du carbone, de l'oxygène, du silicium, du fer, mais les éléments au-delà du fer, en particulier ceux de la moitié supérieure du tableau périodique, nécessitent des conditions encore plus extrêmes. Les fusions d'étoiles à neutrons fournissent ces conditions. Dans le nuage de matière éjectée, surchauffé à des milliards de degrés et contenant une densité incroyable de neutrons libres, les noyaux atomiques capturent rapidement des neutrons dans un processus appelé le R process, construisant des noyaux de plus en plus lourds jusqu'aux actinides. L'or dans vos bijoux, le platine dans les catalyseurs automobiles, l'iode nécessaire à votre thyroïde, l'uranium qui alimente les centrales nucléaires, tout cela a été forgé dans des fusions d'étoiles à neutrons il y a des milliards d'années, puis dispersé dans l'espace, intégré dans les nuages de gaz qui ont formé notre système solaire. Dans l'univers primitif, ces fusions devaient également se produire, bien que probablement à un taux plus faible, car elles nécessitent que des systèmes binaires d'étoiles massives naissent, évoluent en étoiles à neutrons ou trous noirs, et ensuite spiralent jusqu'à fusionner. C'est un processus qui peut prendre des centaines de millions, voire des milliards d'années. Mais au fur et à mesure que les premières générations d'étoiles massives mouraient et formaient des résidus compacts, les conditions étaient réunies. Un aspect terrifiant des environnements galactiques denses est la probabilité accrue d'interactions directes entre étoiles. Dans le cœur des amas globulaires, ces concentrations sphériques de centaines de milliers d'étoiles, la densité peut atteindre 100 000 étoiles par année-lumière cube, comparée à environ une tous les 10 années-lumière cube dans notre voisinage solaire. À de telles densités, les rencontres rapprochées deviennent relativement fréquentes.
Deux étoiles peuvent passer suffisamment près l'une de l'autre pour échanger de la matière, modifier leurs orbites, voire fusionner directement. On appelle ces événements des collisions stellaires, bien que le terme soit légèrement trompeur, car il s'agit plus souvent de fusion gravitationnelle que de percussion. Quand deux étoiles fusionnent, l'événement peut réactiver temporairement la fusion nucléaire dans le nouvel objet combiné, créant une étoile bleue retardataire, une étoile qui semble plus jeune et plus chaude qu'elle ne devrait l'être pour son âge. Mais si les étoiles sont suffisamment massives, ou si l'une d'elles est déjà un résidu compact comme une naine blanche ou une étoile à neutrons, la fusion peut être explosive. Dans les galaxies compactes de l'univers primitif, où des centaines de milliards d'étoiles étaient concentrées dans des régions de quelques milliers d'années-lumière seulement, la densité stellaire dans les régions centrales devait être extraordinaire. Les collisions et fusions stellaires auraient été courantes, créant une population d'objets exotiques et énergétiques. Certains modèles suggèrent que ces collisions en cascade, où une étoile massive capture et fusionne avec plusieurs autres en succession rapide, pourraient aller créer des étoiles supermassives de 1000 masses solaires ou plus. De tels monstres seraient instables et vivraient à peine quelques millions d'années avant de s'effondrer en trous noirs de masse intermédiaire, des objets de 1000 à 100 000 masses solaires. Ces trous noirs de masse intermédiaire pourraient ensuite servir de graines pour les trous noirs supermassifs, résolvant partiellement l'énigme de savoir comment ces derniers ont grandi si rapidement. Mais la formation d'étoiles supermassives par collision en cascade nécessite des conditions très spécifiques et reste hautement spéculative. Ce qui n'est pas spéculatif, c'est l'intensité énergétique des environnements galactiques primitifs. Nous pouvons la mesurer indirectement par la luminosité observée, par les signatures spectrales, par les quantités d'éléments lourds détectés. Et toutes ces mesures pointent vers des niveaux d'activité extraordinaires. Une galaxie comme SPT03 1-58, avec son taux de formation stellaire de près de 3000 masses solaires par an, convertit environ 3 masses solaires de matière en étoiles chaque année. Mais l'efficacité n'est pas totale. Pour chaque masse solaire d'étoiles formées, peut-être 10 masses solaires de gaz sont brassées, chauffées, comprimées, ionisées. L'énergie mécanique injectée par les vents stellaires et les supernovae est estimée à environ 10 puissance 41 joules par an. C'est 100 millions de fois la luminosité totale de notre Soleil, mais sous forme d'énergie mécanique plutôt que de rayonnement. Cette énergie façonne la galaxie. Elle crée des bulles et des coquilles dans le gaz. Elle lance des fontaines galactiques, où le gaz chaud est éjecté du disque, monte dans le halo, se refroidit et retombe pour alimenter de nouvelles vagues de formation stellaire. C'est un cycle turbulent, chaotique, magnifique dans sa violence. Les simulations informatiques les plus avancées tentent de capturer cette complexité. Elles suivent des millions de particules représentant le gaz, les étoiles, la matière noire. Elles calculent les forces gravitationnelles, la pression thermique, ôtent les champs magnétiques. Elles incluent des modèles pour la formation stellaire, les supernovas, les trous noirs. Elles tournent pendant des mois sur des super-ordinateurs parmi les plus puissants au monde. Et même avec toute cette puissance de calcul, elles peinent à reproduire tous les détails observés. Certaines galaxies simulées forment trop d'étoiles, d'autres pas assez. Certaines développent des bulbes centraux trop massifs. D'autres ne parviennent pas à maintenir des disques minces et rotatifs. Le diable est dans les détails, dans les processus sous-résolus qui se produisent à des échelles trop petites pour être directement simulés, mais qui ont des effets cumulatifs importants. Comment exactement le gaz se fragmente-t-il en étoiles individuelles ? Comment les champs magnétiques influencent-ils l'effondrement ? Et comment l'énergie des supernovae est-elle couplée au gaz environnant ? Ces questions, apparemment techniques, déterminent l'évolution des galaxies, et nos réponses restent incomplètes. Alors, face aux galaxies primitives massives révélées par le James Webb, nous sommes contraints d'admettre que quelque chose nous échappe. Soit nos modèles physiques sont insuffisants, soit les conditions initiales étaient différentes de ce que nous supposons, soit l'univers primitif fonctionnait selon des règles que nous n'avons pas encore déchiffrées. Et cette incertitude ouvre un gouffre vertigineux. Parce que si nous ne comprenons pas comment les galaxies se sont formées, comment pouvons-nous prétendre comprendre l'histoire de l'univers ? Comment pouvons-nous être sûrs que le Big Bang tel que nous le concevons est la bonne explication ?
Et chaque observation qui défie nos prédictions est un rappel que la nature ne se soucie pas de nos théories. Elle est ce qu'elle est. Et notre tâche, humble et sans fin, est d'observer, de mesurer, de questionner, de réviser. Mais il y a une limite à la révision. À un certain point, si les anomalies s'accumulent suffisamment, le cadre théorique entier doit être repensé. Sommes-nous à ce point? Certains scientifiques commençaient à le suggérer, prudemment, dans les marges de leurs articles. D'autres résistent, confiant que les solutions viendront sans bouleversement majeur. Le temps dira. Chaque nouvelle observation du James Webb, chaque galaxie plus lointaine, plus ancienne, plus massive que prévu, est une pièce supplémentaire du puzzle. Ou peut-être une preuve supplémentaire que le puzzle lui-même est mal conçu. Arrêtons-nous un instant. Retirons-nous du déluge de données, des spectres lumineux, des calculs de masse et d'énergie. Posons la question qui hante silencieusement chaque découverte, chaque anomalie, chaque galaxie impossible. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Nous sommes une espèce qui habite une planète rocheuse de taille moyenne, orbitant une étoile ordinaire, dans la banlieue d'une galaxie spirale banale. Notre existence consciente s'étend sur quelques dizaines d'années individuellement, quelques milliers d'années collectivement si l'on compte l'histoire enregistrée. Nous venons tout juste d'inventer les télescopes capables de voir au-delà de notre voisinage cosmique immédiat. Il y a un siècle à peine, nous pensions que la Voie lactée était l'univers entier. Il y a 5 siècles, nous pensions que la Terre était le centre de toute création. Chaque révélation cosmologique nous a décentrés, diminués, rendus plus petits dans le schéma des choses. Copernic nous a retirés du centre du système solaire. Hubble nous a montré que notre galaxie n'était qu'une parmi des milliards. Et maintenant, le James Webb nous montre un univers encore plus vaste, plus ancien, plus complexe que nous l'imaginions. Un univers qui pourrait ne pas avoir commencé de la manière que nous pensions. Si le Big Bang tel que nous le comprenons est incomplet ou erroné, qu'est-ce que cela fait à notre sentiment de compréhension? Nous avions une histoire d'origine, une cosmogonie scientifique, un récit qui expliquait comment le néant est devenu quelque chose, comment le chaos est devenu ordre, comment les atomes primordiaux sont devenus galaxies, à étoiles, planètes et finalement nous. Ce récit donnait un sens à notre existence. Nous étions le produit de 13 milliards 780 millions d'années d'évolution cosmique, la poussière d'étoiles prenant conscience d'elle-même, comme le disait Carl Sagan. Il y avait une élégance à cela, une continuité narrative du Big Bang jusqu'à la conscience. Mais si cette chronologie est fausse, si les premières étapes se sont déroulées différemment, plus rapidement, ou peut-être pas du tout comme nous le pensons, alors qui sommes-nous dans cette nouvelle histoire? Sommes-nous un accident improbable dans un univers qui n'a jamais vraiment eu de commencement? Sommes-nous les habitants tardifs d'un cosmos qui était déjà complexe et mature bien plus tôt que nous l'admettions? Il y a quelque chose de profondément troublant dans la découverte que nos certitudes fondamentales pourraient être des illusions. Nous construisons des modèles mentaux du monde, de la réalité. Ces modèles nous permettent de naviguer, de prédire, de planifier. Quand un modèle se révèle faux, il ne s'agit pas seulement de corriger une erreur technique, c'est une déstabilisation existentielle. Pensez aux générations d'astronomes, de cosmologistes, de physiciens qui ont consacré leur vie à élaborer le modèle du Big Bang. Ils ont calculé, observé, débattu, raffiné. Ils ont construit un consensus. Et ce consensus semblait solide, confirmé par des observations indépendantes convergentes. L'expansion de l'univers, le fond diffus cosmologique, la nucléosynthèse primordiale. 3 piliers robustes. Mais les piliers vacillent maintenant sous le poids des nouvelles observations. Pas complètement, pas encore. Le modèle n'est pas effondré, il est sous tension. Et cette tension crée un malaise profond dans la communauté scientifique. Un malaise qui filtre lentement vers le public. Parce que si les scientifiques eux-mêmes ne sont pas sûrs, si les experts admettent qu'il y a des mystères qu'ils ne peuvent pas résoudre, alors que reste-t-il de la certitude? Où trouvons-nous un sol ferme? La réponse, peut-être, est que nous ne le trouvons pas. Que la certitude absolue n'existe pas et n'a jamais existé. Que toute connaissance est provisoire, révisable à la lumière de nouvelles preuves.
c'est la nature même de la science, son humilité fondamentale déguisée en confiance méthodologique. Mais cette humilité est difficile à vivre. Nous voulons des réponses. Nous voulons savoir d'où nous venons, où nous allons, pourquoi nous sommes ici. Et l'univers refuse obstinément de fournir des réponses simples. Maintenant, considérons les implications pour la vie elle-même. Si l'univers primitif était aussi violent que les observations le suggèrent, si les galaxies étaient des chaudrons d'explosions stellaires, de radiations intenses, de transformations cataclysmiques, cela change radicalement notre estimation des conditions propices à la vie. Nous savons que la vie, du moins la vie telle que nous la connaissons, nécessite une certaine stabilité. Elle a besoin d'éléments lourds, certes, du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du phosphore, mais elle a aussi besoin de temps, de milliards d'années de stabilité relative, pour que l'évolution chimique complexe se produise, et pour que les molécules organiques s'assemblent, pour que les premières cellules émergent. Sur Terre, la vie est apparue remarquablement rapidement après que la planète soit devenue habitable. Il y a environ 4 milliards 500 millions d'années. La Terre s'est formée à partir du disque protoplanétaire entourant le jeune Soleil. Pendant les quelques centaines de millions d'années suivantes, la surface était un enfer de bombardements météoritiques, de volcans, d'océans de magma. Mais dès que les conditions se sont stabilisées, vers 4 milliards d'années, ou peut-être même avant, les premières traces de vie apparaissent dans le registre géologique. Cela suggère que la vie, lorsque les conditions sont favorables, émerge facilement et rapidement. Mais les conditions doivent être favorables. Une planète bombardée continuellement par des explosions de rayons gamma, baignant dans des radiations cosmiques intenses, ne conserverait pas longtemps une biosphère complexe. Dans les galaxies primitives massives que nous observons maintenant, avec leur taux de supernova extraordinaire, avec leur densité stellaire extrême, avec leurs trous noirs actifs crachant des jets relativistes, combien de planètes auraient pu abriter la vie pendant assez longtemps pour qu'elle évolue vers la complexité? Peut-être très peu, peut-être aucune. L'univers jeune était peut-être intrinsèquement hostile à la vie. Cela soulève une version modifiée du paradoxe de Fermi. Enrico Fermi, le physicien italien, a demandé un jour: si l'univers est si vaste et si ancien, où sont tous les extraterrestres? S'il y a des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, dont beaucoup ont probablement des planètes, les probabilités suggèrent que la vie intelligente devrait être courante. Et si même une fraction infime de ces civilisations développait le voyage interstellaire, l'univers devrait grouiller de vie. Mais nous n'observons aucun signe, aucun signal radio, aucune mégastructure artificielle, aucune visite. Le silence est assourdissant. Peut-être que la réponse réside dans la chronologie. Si l'univers primitif était trop violent pour permettre à la vie de s'établir, alors la vie n'a pu vraiment commencer à se développer que relativement récemment dans l'histoire cosmique. Peut-être seulement dans les derniers quelques milliards d'années. Quand les galaxies se sont stabilisées, quand les taux de formation stellaire ont diminué, quand les espaces entre les étoiles sont devenus plus calmes. Si c'est le cas, alors la vie dans l'univers pourrait être un phénomène récent. Nous ne serions pas en retard, mais parmi les premiers. Les civilisations avancées ne sont pas rares parce qu'elles sont toutes déjà mortes ou transcendées, mais parce qu'elles n'ont tout simplement pas encore eu le temps d'émerger. C'est une possibilité étrange et troublante. Nous pourrions être parmi les premières consciences à contempler le cosmos. Les pionniers involontaires d'un univers s'éveillant tout juste à lui-même. Ou peut-être que notre estimation est complètement fausse. Peut-être que la vie n'a besoin que de violence et de chaos. Peut-être que les environnements extrêmes accélèrent mon évolution plutôt que de la supprimer. Peut-être que des formes de vie radicalement différentes, n'ayant aucune ressemblance avec la biochimie terrestre, prospèrent dans les galaxies turbulentes, se nourrissant des radiations, existant dans les plasmas chauds, pensant à des échelles de temps que nous ne pouvons concevoir. Nous avons tendance à projeter nos propres besoins biologiques sur l'univers entier. Nous cherchons de l'eau liquide, des températures modérées, une chimie carbonée. Mais l'univers pourrait être bien plus créatif que notre imagination limitée. Il y a aussi la question du temps lui-même. Notre compréhension du Big Bang
implique que le temps a commencé avec l'univers, qu'il n'y avait pas de avant le Big Bang parce que le temps lui-même est né à ce moment. C'est un concept qui défie l'intuition. Comment quelque chose peut-il commencer sans qu'il y ait un moment précédent ? Les théoriciens ont proposé que l'espace-temps pourrait avoir une géométrie telle que la question d'un avant n'a pas de sens. Tout comme demander ce qui se trouve au nord du pôle nord géographique. Mais c'est une réponse qui satisfait mathématiquement sans apaiser notre perplexité existentielle. Et si le Big Bang n'était pas le commencement absolu, mais simplement une transition ? Si l'univers existait sous une forme différente auparavant, s'est effondré ou transformé et a rebondi dans l'état que nous appelons le Big Bang, c'est l'idée du Big Bounce, un univers cyclique qui se contracte et se dilate éternellement. Ou peut-être que notre univers n'est qu'une bulle dans un multivers infini, où d'innombrables univers naissent et meurent continuellement, chacun avec ses propres lois physiques, ses propres constantes fondamentales. Quelque dans ce contexte, notre Big Bang serait local, un événement insignifiant dans un métonivers sans commencement ni fin. Ces idées ne sont pas nouvelles. Les philosophes et les cosmologistes les explorent depuis des décennies. Mais les observations récentes, les galaxies impossiblement anciennes et massives, donnent une urgence nouvelle à ces spéculations. Elles suggèrent que notre modèle cosmologique standard pourrait nécessiter une révision si fondamentale qu'elle nous forcerait à reconsidérer la nature même du temps, de l'espace et de l'existence. Il y a une vertige intellectuelle dans cette réalisation, un sentiment de perte d'équilibre, comme se tenir au bord d'un abîme conceptuel. Nous pensions comprendre l'architecture du réel, ou du moins ses grandes lignes, et maintenant le sol se dérobe. Mais peut-être que ce vertige est salutaire. Peut-être qu'il nous rappelle notre véritable position, des créatures curieuses sur une petite planète, essayant de donner un sens à un univers qui dépasse infiniment notre capacité de compréhension complète. Pensez à l'échelle temporelle. Si l'univers a réellement 13 780 millions d'années, et si l'humanité moderne existe depuis, généreusement, 200 000 ans, alors nous avons existé pendant environ 0,001% de l'histoire cosmique, un battement de cils, un instant infinitésimal. Et pendant cet instant, nous avons développé la conscience, le langage, la culture, la science. Nous avons construit des télescopes capables de capturer la lumière émise quand l'univers était encore dans son enfance. C'est remarquable. C'est même miraculeux dans un sens séculier. Mais cela signifie aussi que notre perspective est extraordinairement limitée. Nous extrapolons des principes universels à partir d'observations faites pendant une fraction infinitésimale du temps cosmique, depuis un seul point de l'espace. C'est comme si une mouche éphémère, vivant un seul jour d'été, tentait de déduire le cycle des saisons, l'alternance du jour et de la nuit, la rotation de la Terre autour du Soleil. La mouche pourrait construire un modèle cohérent, basé sur son expérience limitée. Elle pourrait même faire des prédictions qui semblent fonctionner pendant la durée de sa vie. Mais elle manquerait inévitablement la vue d'ensemble, les cycles et les processus qui se déploient sur des échelles temporelles dépassant son existence. Sommes-nous, cette mouche éphémère, observant un univers qui évolue sur des milliards d'années, tentant de déduire ses règles à partir d'un instantané? Si oui, alors notre cosmologie, aussi sophistiquée soit-elle, pourrait être fondamentalement incomplète. Il y a aussi la question de ce qui vient ensuite. Si nous révisons notre compréhension de l'univers primitif, cela a des implications pour notre compréhension de l'avenir cosmique. Le modèle standard prédit que l'univers continuera à s'étendre pour toujours, accéléré par l'énergie sombre mystérieuse. Les galaxies s'éloigneront les unes des autres. Dans des milliards d'années, les galaxies au-delà de notre groupe local auront disparu au-delà de l'horizon cosmique, emportées plus vite que la vitesse de la lumière par l'expansion de l'espace. Le ciel nocturne deviendra de plus en plus vide. Finalement, que toutes les étoiles épuiseront leur combustible. Les trous noirs eux-mêmes s'évaporeront par rayonnement de Hawking sur des échelles de temps inconcevables, 10 puissance 100 ans. L'univers finira dans un froid sombre et silencieux, une mort thermique. C'est un destin mélancolique, mais cohérent avec nos observations actuelles. Mais si le modèle cosmologique change,
Si l'expansion n'est pas ce que nous pensons, si l'énergie sombre se comporte différemment, alors le futur pourrait être radicalement autre. Peut-être que l'expansion ralentira et s'inversera, conduisant à un Big Crunch, où tout l'univers s'effondrera en un point singulier, miroir du Big Bang. Peut-être que l'énergie sombre augmentera en intensité, déchirant finalement même les atomes dans un Big Rip. Peut-être que quelque chose de complètement inattendu se produira, quelque chose que nous ne pouvons même pas concevoir avec notre physique actuelle. L'incertitude s'étend dans les deux directions temporelles. Nous ne sommes pas sûrs de comment cela a commencé, et nous ne sommes pas sûrs de comment cela finira. Nous existons dans un présent perplexe, entouré de mystères. Et pourtant, malgré cette incertitude, ou peut-être à cause d'elle, nous continuons à observer, à mesurer, à questionner. C'est peut-être cela qui nous définit le plus profondément. Non pas nos réponses, qui sont toujours provisoires, mais nos questions, qui sont éternelles. Il y a une beauté austère dans cette quête sans fin. Nous ne comprendrons peut-être jamais complètement l'univers. Il est possible que l'univers soit fondamentalement incompréhensible pour des esprits finis comme les nôtres, car que la réalité ultime dépasse les capacités cognitives de toute intelligence biologique. Mais cela ne nous empêche pas d'essayer. Chaque télescope que nous construisons, chaque équation que nous résolvons, chaque galaxie que nous cataloguons est un acte de défi contre notre propre insignifiance. Nous affirmons que notre petitesse n'implique pas notre futilité, que la compréhension, même incomplète, a une valeur intrinsèque. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette obstination. Face à un cosmos qui nous ignore, qui pourrait nous écraser sans même s'en apercevoir, nous dressons nos instruments et nous disons « Nous voulons comprendre, nous exigeons de comprendre ». Et parfois, rarement, l'univers répond, pas avec des mots, mais avec des photons. De la lumière qui a voyagé pendant 10 milliards d'années pour atteindre nos capteurs, de la lumière qui porte en elle l'histoire codée d'une galaxie qui n'aurait pas dû exister. Cette galaxie, cet objet qui contredit nos théories, est à sa manière un message. Non pas intentionnel, pas dirigé vers nous, mais un message néanmoins. Il dit « L'univers est plus étrange que vous ne le pensez. Il est plus ancien dans ses structures, plus violent dans ses processus, plus mystérieux dans son essence. » Et il dit aussi « Continuez à chercher, parce que chaque réponse révèle de nouvelles questions, et c'est dans ces questions que réside la véritable aventure. » Nous sommes une espèce jeune sur une planète jeune, regardant un univers ancien dont nous commençons à peine à déchiffrer les secrets. Nous avons tort sur de nombreux détails, peut-être sur certains principes fondamentaux, mais nous apprenons, nous nous corrigeons, nous révisons. C'est le processus de la science, mais c'est aussi la métaphore de l'existence consciente elle-même. Nous construisons des modèles du monde, nous vivons selon ces modèles, et quand la réalité démontre qu'ils sont inadéquats, nous les reconstruisons. La découverte que le Big Bang pourrait être incomplet ou erroné n'est pas une catastrophe, c'est une opportunité. L'opportunité de comprendre plus profondément, de voir plus clairement, de nous rapprocher de la vérité. Même si cette vérité elle-même reste ultimement insaisissable. Alors que signifie pour nous l'existence de galaxies qui ne devraient pas exister? Elle signifie que l'univers refuse d'être domestiqué par nos théories. Elle signifie que le mystère persiste, prône que l'émerveillement reste justifié, que l'humilité est toujours appropriée. Elle signifie que nous vivons dans un cosmos plus grand, plus étrange, plus merveilleux que nous l'avions imaginé. Et cette réalisation, loin de nous diminuer, nous grandit, parce qu'elle nous rappelle que l'exploration n'est jamais terminée, que la frontière recule toujours, qu'il y aura toujours un horizon au-delà de l'horizon. Et quelque part dans ce cosmos immense, peut-être d'autres consciences se posent-elles les mêmes questions. Peut-être regardent-elles aussi dans leur télescope et trouvent-elles des galaxies qui défient leurs attentes. Peut-être ressentent-elles aussi ce vertige merveilleux de découvrir que la réalité est plus vaste que leurs rêves. Ou peut-être sommes-nous seuls, du moins pour l'instant. Les premiers yeux à s'ouvrir dans la nuit cosmique, les premiers esprits à s'interroger sur les origines et le destin de tout ce qui est. Dans les deux cas, la responsabilité à part côté est la même. Continuer à observer,
continuer à questionner, continuer à chercher la compréhension, même sachant qu'elle restera toujours partielle. Parce que finalement, ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Non pas les réponses finales, que nous n'atteindrons peut-être jamais, mais la recherche elle-même qui nous définit et nous ennoblit. L'objet à 10 milliards d'années-lumière brille toujours dans le ciel profond, défiant silencieusement nos certitudes. Il brillera pendant des milliards d'années encore, longtemps après que notre espèce aura disparu, longtemps après que notre soleil se sera éteint. Il est un phare de mystère dans l'océan du temps. Et nous, pendant notre bref instant sous les étoiles, nous le contemplons et nous nous demandons, c'est suffisant. C'est peut-être tout ce que nous pouvons faire, mais c'est aussi tout ce que nous devons faire. Les fils s'entrelacent maintenant, les galaxies massives dans l'enfance du cosmos, les trous noirs supermassifs qui n'ont pas eu le temps de grandir, les structures organisées émergeant du chaos avec une rapidité qui défie les lois de la gravité, les explosions cataclysmiques qui ensemencent l'univers d'éléments lourds bien plus tôt que prévu. Et au centre de tout cela, une question qui pulse comme un cœur cosmique. Avons-nous vraiment compris comment tout a commencé ? Le télescope James Webb continue son observation silencieuse, orbitant autour du point de Lagrange L2, à 1 500 000 km de la Terre. Ces miroirs captent des photons qui ont voyagé à travers presque toute l'histoire de l'univers. Chaque image qu'il transmet contient potentiellement une anomalie supplémentaire, une galaxie de plus qui ne devrait pas exister où elle existe, comme elle existe. Les cosmologistes examinent ces données avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Chaque confirmation d'une galaxie primitive, massive, est à la fois une découverte fascinante et un problème théorique profond. Les modèles sont révisés, les paramètres ajustés, les hypothèses réexaminées. Mais il y a une limite à combien d'ajustements un modèle peut absorber avant qu'il ne devienne évident que le problème est plus fondamental. Peut-être que la matière noire n'est pas entièrement froide et non collisionnelle comme nous le supposons. Peut-être qu'elle interagit faiblement avec elle-même d'une manière qui affecte la formation des structures à grande échelle. Peut-être que les fluctuations quantiques initiales, étirées par l'inflation cosmique, avaient une amplitude ou une distribution différente de ce que nous pensons. Peut-être que l'inflation elle-même, cette expansion exponentielle supposée de l'univers dans les premières fractions de seconde, ne s'est pas déroulée comme les modèles standards le prédisent. L'inflation résout élégamment plusieurs problèmes cosmologiques. Pourquoi l'univers est-il si plat géométriquement ? Pourquoi des régions causalement déconnectées ont-elles la même température dans le fond diffus cosmologique ? Mais l'inflation est une théorie ajoutée au Big Bang, pas une prédiction directe de celui-ci. Elle repose sur des champs scalaires hypothétiques, l'inflaton, dont nous n'avons aucune preuve directe. Si l'inflation s'est déroulée différemment, si elle a duré plus ou moins longtemps, si elle a produit des inhomogénéités différentes, alors les conditions initiales pour la formation des structures changeraient. Peut-être que cela pourrait expliquer pourquoi les galaxies se sont assemblées si rapidement. Mais modifier l'inflation sans entrer en conflit avec les observations précises du fond diffus cosmologique est extrêmement difficile. Ou peut-être que le problème est encore plus profond. Peut-être que nos équations de la relativité générale, qui décrivent la gravité et la structure de l'espace-temps, sont incomplètes à des échelles cosmologiques. Einstein lui-même a introduit puis retiré la constante cosmologique, un terme mathématique qui agit comme une énergie intrinsèque de l'espace vide. Nous l'avons réintroduite sous le nom d'énergie sombre pour expliquer l'accélération de l'expansion. Mais l'énergie sombre est profondément mystérieuse. Nous ne savons pas ce qu'elle est. Nous savons seulement qu'environ 68% du contenu énergétique total de l'univers semble être cette substance invisible qui pousse l'espace à s'étendre de plus en plus vite. La matière noire représente environ 27%. Et toute la matière ordinaire, les atomes qui composent les étoiles, les planètes, nous, représentent seulement environ 5%. 95% de l'univers est fait de choses que nous ne comprenons pas. C'est une admission d'ignorance stupéfiante. Et pourtant, nous construisons des modèles cosmologiques précis en incluant simplement ces composants mystérieux comme des paramètres dans nos équations. Cela fonctionne, dans une certaine mesure.
Les prédictions correspondent aux observations pour de nombreux phénomènes. Mais quand les prédictions échouent, comme avec les galaxies primitives massives, nous devons nous demander si nous mettons simplement des rustines sur un navire qui coule, ou si nous sommes sur le point de découvrir quelque chose de fondamentalement nouveau. Il y a une autre possibilité, rarement discutée publiquement, mais murmurée dans les couloirs des conférences scientifiques. Et si l'univers n'avait pas commencé avec le Big Bang ? Et si ce que nous interprétons comme le commencement était simplement la limite de notre capacité à voir en arrière dans le temps ? L'univers observable est limité par l'horizon cosmique. Nous ne pouvons voir que la région d'où la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Au-delà de cette frontière, il pourrait exister un univers bien plus vaste, peut-être infiniment vaste, qui existait déjà avant ce que nous appelons le Big Bang. Certaines théories cosmologiques alternatives proposent exactement cela. L'univers éternel, sans commencement ni fin. Des cycles de contraction et d'expansion qui se répètent à l'infini. Des collisions entre brânes dans des dimensions supérieures qui créent ce que nous percevons comme le Big Bang. Un état quantique éternel dont l'univers classique que nous observons n'est qu'une manifestation particulière. Ces idées ne sont pas du mysticisme. Elles sont enracinées dans les mathématiques de la relativité générale, de la mécanique quantique, de la théorie des cordes. Mais elles sont hautement spéculatives, difficiles à tester, et donc reléguées aux marges de la cosmologie mainstream. Pourtant, les observations du James Webb pourraient forcer ces idées marginales vers le centre. Si les galaxies primitives continuent de défier les explications conventionnelles, si les tensions dans le modèle standard s'accumulent au point de rupture, alors les alternatives devront être sérieusement considérées. Imaginez les implications. Si l'univers est éternel, s'il n'y a pas eu de création absolue, alors les questions théologiques et philosophiques qui ont tourmenté l'humanité pendant des millénaires prennent une dimension nouvelle. Pas de commencement signifie pas de créateur nécessaire, dans le sens traditionnel. Mais cela soulève également des paradoxes logiques. Comment une séquence infinie d'événements passés peut-elle mener au présent ? Comment peut-on traverser l'infini pour arriver ici et maintenant ? Les philosophes médiévaux ont débattu de ces questions. Ils ont conclu, pour la plupart, qu'un univers éternel était logiquement impossible, et qu'il devait donc y avoir un commencement, un premier moteur. Le Big Bang semblait confirmer cette intuition philosophique avec des preuves empiriques. Mais si cette confirmation était prématurée, si l'univers s'avère finalement être plus étrange et plus résistant à nos catégories conceptuelles, alors nous devons faire face à l'inconfort intellectuel de ne pas avoir de récit d'origine définitif. Peut-être que l'univers est simplement ce qui est, sans raison, sans cause, sans commencement. Il existe et il a toujours existé. Et notre besoin d'une explication narrative est une projection de notre psychologie humaine sur une réalité qui ne se soucie pas de nos besoins narratifs. C'est une pensée vertigineuse, dépourvue de réconfort, mais peut-être aussi libératrice. Elle nous force à trouver du sens, non pas dans une origine cosmique, mais dans notre existence présente, dans nos relations, dans notre quête de compréhension et de beauté. Revenons à l'objet lui-même. Cette galaxie a 10 milliards d'années-lumière. Sa lumière, émise quand l'univers était jeune, a traversé des espaces inimaginables. Elle a voyagé à travers le vide intergalactique, déviée légèrement par les champs gravitationnels de galaxies intermédiaires, étirée par l'expansion de l'espace, pour finalement frapper les miroirs dorés du James Webb. Cette lumière porte en elle l'information codée de millions d'étoiles. Chaque photon est un messager d'un lieu et d'un temps inaccessible autrement. En analysant le spectre collectif, les astronomes déchiffrent l'histoire de cette galaxie. Quelles étoiles brûlaient ? À quelle vitesse se formaient-elles ? Quels éléments étaient présents ? Et ce que cette lumière révèle est troublant. Elle révèle une maturité qui ne devrait pas être là. Une organisation qui nécessite du temps. Bien plus de temps que ce qui était disponible. À moins que le temps disponible ne soit plus long que nous le pensons. À moins que l'univers ne soit plus ancien. Ou à moins que le temps lui-même se soit comporté différemment dans l'univers primitif. La relativité générale permet des géométries d'espace-temps exotiques, des solutions aux équations d'Einstein qui incluent des boucles temporelles, des singularités nues,
des trous de verre. La plupart de ces solutions sont considérées comme non physiques, des curiosités mathématiques sans correspondance réelle. Mais notre compréhension est limitée. Peut-être que dans l'univers extrêmement dense et chaud, juste après le Big Bang, l'espace-temps avait une structure différente. Peut-être que le temps, tel que nous le concevons, n'existait pas encore de manière linéaire. Ah, peut-être que les processus de formation des structures opérèrent selon des règles différentes dans ces conditions extrêmes. Ce ne sont que des spéculations. Mais face à des observations qui défient les explications conventionnelles, la spéculation devient nécessaire. Elle ouvre des possibilités. Elle empêche la pensée de se fossiliser en dogme. La science progresse par un cycle d'observations, de théories, de prédictions et de nouvelles observations. Quand les nouvelles observations confirment les prédictions, la théorie est renforcée. Quand elles les contredisent, la théorie doit être modifiée ou abandonnée. Nous sommes peut-être à ce moment de contradiction. Les galaxies primitives massives sont les observations qui ne correspondent pas. La question est de savoir si nous pouvons modifier le modèle du Big Bang suffisamment pour les accommoder, ou si nous devons envisager quelque chose de radicalement différent. L'histoire de la science est pleine de tels moments. Le modèle géocentrique de Ptolémée a fonctionné pendant des siècles, avec des ajustements constants, des épicycles ajoutés pour expliquer les mouvements planétaires observés. Finalement, il est devenu tellement complexe que le modèle héliocentrique de Copernic, plus simple, l'a remplacé. Mais même Copernic n'avait pas complètement raison. Il a fallu Kepler pour réaliser que les orbites étaient des ellipses, pas des cercles. Et finalement Newton pour fournir le cadre mécanique expliquant pourquoi. Chaque révolution scientifique conserve quelque chose de l'ancien modèle, tout en le transcendant. Les observations de Ptolémée étaient précises, même si son cadre interprétatif était erroné. Les calculs de Copernic étaient utiles, même s'il ne comprenait pas la gravité. De même, le modèle du Big Bang capture des vérités importantes. L'univers est en expansion. Il était autrefois beaucoup plus chaud et plus dense. Les éléments légers ont été forgés dans les premières minutes. Ces faits resteront vrais, quel que soit le modèle futur. Mais les détails, la chronologie précise, les mécanismes de formation des structures, tout cela pourrait nécessiter une révision profonde. Et cette révision pourrait nous mener vers une compréhension plus riche, plus nuancée de la réalité cosmique. Il y a une beauté dans cette incertitude. Elle nous rappelle que nous sommes des explorateurs, pas des possesseurs de vérité finale. Chaque génération de scientifiques transmet à la suivante non pas un ensemble de réponses gravées dans le marbre, mais un ensemble de meilleures approximations, de questions plus affinées, d'outils plus puissants. Le télescope James Webb est un de ces outils. Dans une génération, il y en aura d'autres, encore plus sensibles. Des télescopes avec des miroirs de 30, 40 mètres au sol. Des détecteurs d'ondes gravitationnelles plus sophistiqués, capables de sonder les fusions de trous noirs jusqu'aux confins de l'univers. Des missions spatiales vers les lunes glacées du système solaire extérieur à la recherche de vie. Chaque observation affine notre image, et parfois, elle la brise, nous forçant à en construire une nouvelle, plus complète. L'objet à 10 milliards d'années-lumière n'est pas un ennemi de la cosmologie. Ah, c'est un enseignant. Il nous montre les limites de notre compréhension actuelle. Il nous pousse à penser plus profondément, à remettre en question nos hypothèses, à chercher de nouvelles explications. Et dans ce processus, nous découvrons non seulement des choses sur l'univers, mais aussi sur nous-mêmes, sur notre capacité à nous tromper, sur notre capacité à nous corriger, sur notre désir insatiable de comprendre, même quand la compréhension complète semble toujours hors de portée. Nous sommes une espèce qui raconte des histoires. C'est ainsi que nous donnons du sens au chaos. Nous racontons des histoires sur nos origines, sur nos destins, sur le sens de notre vie. Le Big Bang était une de ces histoires. Scientifique plutôt que mythologique, mais une histoire néanmoins. Une histoire avec un commencement clair, une progression narrative et des prédictions pour l'avenir. Si cette histoire doit être révisée, nous en raconterons une nouvelle. Une histoire peut-être plus complexe, moins satisfaisante émotionnellement, mais plus fidèle aux observations. Et cette nouvelle histoire engendrera de nouvelles questions, de nouvelles explorations, de nouvelles découvertes. C'est le cycle éternel de la science. Et c'est aussi, peut-être,
le cycle éternel de l'existence consciente. Nous cherchons la compréhension dans un univers qui se révèle en couches infinies, chaque réponse dévoilant de nouvelles profondeurs de mystère. La nuit cosmique s'étend autour de nous, parsemée de galaxies qui portent les secrets de milliards d'années. Certaines de ces galaxies défient notre compréhension. Elles existent là où elles ne devraient pas, formées trop rapidement, trop massivement, trop organisées. Elles sont les messagers d'une vérité que nous n'avons pas encore déchiffrée. Elles murmurent que l'univers est plus profond, plus ancien, plus mystérieux que nos théories actuelles ne le capturent. Et nous écoutons, nous pointons nos télescopes, nous recueillons les photons, nous analysons les spectres, nous calculons, nous débattons, nous révisons. C'est notre nature. Face à l'immensité incompréhensible du cosmos, nous ne nous résignons pas à l'ignorance. Nous questionnons, nous cherchons, nous persistons. Peut-être que dans un siècle, les cosmologistes regarderont en arrière sur notre époque et souriront avec indulgence de nos erreurs, comme nous sourions des théories astronomiques médiévales. Ils auront résolu les mystères qui nous tourmentent. Ils comprendront comment les galaxies se sont formées si rapidement, comment les trous noirs supermassifs ont grandi, ce qu'est réellement l'énergie sombre. Ou peut-être découvriront-ils de nouveaux mystères, encore plus profonds, rendant nos questions actuelles triviales par comparaison. Dans tous les cas, la quête continuera. Parce que la quête de compréhension n'est pas un moyen vers une fin, c'est la fin elle-même. C'est ce qui donne du sens à notre existence éphémère sous les étoiles éternelles. Nous sommes poussière d'étoiles. Oui, comme Sagan l'a dit, mais nous sommes de la poussière d'étoiles qui s'est organisée en structure, capable de contempler les étoiles, de comprendre leur nature, de retracer leur histoire. Nous sommes l'univers prenant conscience de lui-même. Dans notre petit coin de l'espace, et pendant notre bref moment dans le temps, la matière s'est arrangée de telle manière qu'elle peut questionner ses propres origines. C'est extraordinaire, c'est improbable, et c'est peut-être l'événement le plus significatif de l'histoire cosmique jusqu'à présent. Alors que nous contemplons l'objet à 10 milliards d'années-lumière, cette galaxie impossible qui contredit nos théories, nous faisons face au mystère fondamental de l'existence. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Comment ce quelque chose est-il devenu nous ? Les réponses nous échappent encore. Peut-être nous échapperont-elles toujours. Mais la beauté réside dans la recherche, pas dans la découverte finale. Chaque nuit, quelque part sur Terre, un astronome pointe un télescope vers le ciel. Les photons qui ont voyagé pendant des milliards d'années tombent dans les capteurs. Les données sont enregistrées, analysées, publiées. Et lentement, infiniment lentement, notre compréhension s'approfondit. Nous ne verrons peut-être jamais l'image complète. Mais chaque pièce du puzzle que nous plaçons est une victoire contre l'obscurité de l'ignorance. L'univers ne nous doit rien. Il n'est pas obligé de se révéler à nous. Il pourrait rester opaque, incompréhensible, un chaos sans signification. Mais il ne l'est pas. Il obéit à des lois que nous pouvons découvrir. Il révèle ses secrets à ceux qui observent patiemment. Il récompense la curiosité avec la compréhension. Et cela, peut-être, est le plus grand mystère de tous. Pourquoi l'univers est-il compréhensible ? Pourquoi les mathématiques fonctionnent-elles pour décrire la réalité physique ? Pourquoi les expériences répétées donnent-elles des résultats cohérents ? Nous ne savons pas. Nous acceptons simplement cette compréhensibilité comme un don, et nous l'exploitons aussi pleinement que possible. Alors ce soir, si le ciel est dégagé, sortez et regardez les étoiles. Trouvez une constellation familière. Orion peut-être, avec ses 3 étoiles en ligne marquant sa ceinture. Ou la grande ourse, pointant vers l'étoile polaire. Réalisez que la lumière qui entre dans vos yeux a voyagé pendant des années, des siècles, parfois des millénaires. Vous ne voyez pas les étoiles comme elles sont maintenant, mais comme elles étaient. Vous regardez littéralement dans le passé. Et quelque part, bien au-delà de ce que vos yeux peuvent percevoir, qui est bien au-delà même de ce que les télescopes peuvent facilement détecter, il y a des galaxies qui ne devraient pas exister. Des structures anciennes et massives qui défient nos explications. Elles sont là, indifférentes à nos théories, brillant silencieusement dans l'obscurité cosmique. Elles portent témoignage d'une histoire que nous commençons seulement à déchiffrer.
Et dans ce témoignage se trouve un message pour nous. Non pas un message intentionnel, mais un message néanmoins. Il dit « Le cosmos est plus vaste que vos rêves, plus étrange que votre imagination, plus ancien peut-être que vos calculs. » Il dit « Restez humble, restez curieux, restez ouvert à la possibilité que tout ce que vous pensez savoir pourrait être incomplet. » Il dit « Continuez à chercher, parce que dans la recherche, vous trouvez non seulement des réponses, mais aussi un sens, un but, une connexion à quelque chose de bien plus grand que vous. L'objet à 10 milliards d'années-lumière brillera longtemps après que nous soyons partis, longtemps après que la Terre elle-même ait disparu. Il est un phare dans l'océan du temps, un rappel que l'univers contient des merveilles que nous n'avons pas encore découvertes, des mystères que nous n'avons pas encore résolus. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que le sens ne réside pas dans les réponses définitives, mais dans la quête éternelle, dans le fait de pointer nos télescopes vers les cieux et de demander « D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Qu'est-ce que tout cela signifie ?» Ces questions résonnent à travers les âges, depuis que le premier humain a levé les yeux vers le ciel nocturne et s'est demandé ce qu'étaient ces points de lumière. Oh, nous avons parcouru un long chemin depuis lors. Nous connaissons maintenant les distances, les compositions, les cycles de vie des étoiles. Nous pouvons retracer l'histoire de l'univers presque jusqu'à son début. Presque. Mais ce presque contient des univers entiers de mystères. Et dans ce mystère réside la promesse de découvertes futures, de compréhension plus profonde, de révolutions conceptuelles qui transformeront encore une fois notre vision de la réalité. Alors dormez bien ce soir, bercés par la pensée que l'univers est plus merveilleux que vous ne l'imaginez. Et demain, quand vous vous réveillerez, il y aura de nouvelles observations, de nouvelles données, de nouveaux mystères à explorer. Le voyage continue, il a toujours continué. Et tant qu'il y aura des esprits curieux pour poser des questions, il continuera toujours. Sous les étoiles impossibles, dans l'ombre des galaxies qui ne devraient pas exister, nous trouvons notre place. Petit, oui. Éphémère, certainement, mais conscient, questionnant, cherchant. Et dans cette recherche, nous touchons l'éternité.